Le bootstrap, pour grossir et pour recruter des A, tu recrutes des débutants avec du gros potentiel et qui sont aujourd'hui les cadres de Lucas. Et la réflexion que j'ai en ce moment, c'est est-ce que je recrute des gens qui sont avec plus d'expérience ou est-ce que je continue à recruter aujourd'hui les cadres de demain ? C'est un truc que tu adores, toi, la création du produit. C'est quoi le mindset qu'il y a de particulier dans la création de produit par rapport peut-être à l'ingénieur? Nous, le soft, on va le concevoir, non pas pour le DRH, le DAF ou le PDG, on va le concevoir pour ceux qui l'utilisent. Quand tu as un soft et que tu le fais évoluer pour l'améliorer, en général, tu as une réaction négative de tous tes clients déjà existants. Gilles, je suis très content d'être avec toi. En plus, on a partagé récemment un moment dans le club Bootstrap et je trouve que c'est vraiment ouf ce que tu as réussi à faire. En plus, en Bootstrap, comme je te disais juste avant de démarrer, j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des réussites incroyables, mais en levant des fonds. Et c'est quand même pas le même processus que de gérer une boîte en bon père de famille. Donc ça va m'intéresser qu'on parle de ça. Et en plus, là, c'est une période importante pour toi. À la fois une victoire et une transition. On en parlera. On voit beaucoup justement dans BFM TV où les succès et les réussites et les victoires et la partie entre guillemets facile de l'iceberg de l'entrepreneuriat. Et j'adore une vidéo que j'ai vue d'Elon Musk où il est sur scène avec pas mal d'étudiants et la journaliste, elle lui dit quel conseil vous avez pour les jeunes de la salle vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et tu sens que la salle, elle attend une réponse d'Elon Musk qui va être sexy et agréable. Et tu as un grand silence et il fait entreprendre, c'est dur. Et tu sens que la salle est genre, il a rien d'autre à dire. Et puis il redit plusieurs fois, non mais c'est dur entrepreneuriat. J'ai trouvé que c'était intéressant qu'il aille un peu à contre-courant. J'aimerais que si c'est OK pour toi, tu partages un moment comme ça de ta trajectoire sur les 20 dernières années qui a été vraiment challengeante pour toi. Écoute, oui, j'ai vécu une épreuve un peu dure, même la plus dure que j'ai vécue chez Lucas, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai payé un peu le prix de mes excès, le prix de ma passion de faire des softs. En fait, il y a eu une époque chez Lucas où je me vantais d'avoir plus de logiciels chez Lucas que de collaborateurs. En gros, presque chaque fois qu'un développeur passait dans le couloir, je lui tombais dessus parce que j'avais une idée de soft. Et à ce moment-là, on pouvait développer un soft en 1 ou 2 mois. Wow. Et donc là, la boîte s'est mise à grossir assez vite et elle s'est retrouvée en surchauffe. C'est-à-dire qu'on avait peut-être une dizaine de softs. À ce moment-là, on avait un site par soft. Les softs, ils n'étaient pas bien terminés. Ils n'étaient pas parfaits, forcément. On n'avait pas assez de collaborateurs. On devait être une quarantaine de collaborateurs pour 10 logiciels. Et tout le monde était épuisé parce que les softs avaient des bugs, le marketing devait faire 10 grilles tarifaires. Les chefs de produits, par exemple, n'avaient pas de développeurs. Il y avait plus de chefs de produits, enfin presque autant de chefs de produits que de développeurs, ce qui fait que certains chefs de produits ne pouvaient pas faire ce qu'ils étaient censés faire. Et donc la boîte s'est retrouvée en surchauffe et j'ai pris la décision de réduire la voilure et de réduire le nombre de logiciels. Donc première décision difficile, tu dis à des clients à qui tu avais vendu un logiciel, écoutez, non, on arrête ce logiciel, on ne vous le livrera pas. Donc ça, c'est vraiment une décision, parce qu'on avait réduit aux 4 principaux logiciels de Lucas. Et toi, la partie, on va dire, dure émotionnellement là-dedans, c'était quoi? Alors, c'était pas ça. La partie dure, elle a suivi. C'est-à-dire que donc j'ai réduit un peu mes ambitions. Et là, les salariés ont commencé à démissionner. Donc j'ai eu une première démission d'un salarié, mon directeur commercial. Puis une deuxième démission, on était 40. C'était même au point où, à un moment donné, il y avait une recrue qui dit « Mais c'est marrant, chez Lucas, il y a plus de pots de départ que d'arrivée. » Et là, j'ai commencé à souffrir au point où, quand j'avais un coup de fil d'un collaborateur qui me disait « Gilles, est-ce que je peux venir te parler ?» J'avais envie de lui dire « Non, viens pas me parler. » Parce que je savais qu'il allait me donner sa dème. Et quand ça arrive à me donner sa dème et qu'il a des bonnes relations avec toi, mais parce qu'il ne croit plus vraiment dans ta boîte, c'est dur pour lui aussi, c'est dur pour toi, c'est dur pour tout le monde. Et ça, c'était une période qui a été dure au point où un jour, j'ai un de mes copains qui me dit « Mais Gilles, pourquoi tu ne vends pas ta boîte ?» Et là, je me dis « Mais il a raison. » Le matin, quand j'allais bosser, j'y allais un peu à reculons.
c'était surtout dans ma tête, parce que je pense que la situation de la boîte n'était pas si grave. Mais effectivement, des gens qui te quittent, ça m'atteignait. Et il y a eu une période de 6 mois donc, qui a été difficile. Jusqu'à ce que un de mes associés, qui s'appelle Guillaume Alain, prenne l'initiative de faire un startup week-end où on réunit toute la boîte pendant 3 jours. Et là, on est en mode startup week-end, on crée des équipes. Contre vous, hein. Contre nous, Ouais. voilà. Et les projets, c'est des projets internes. Mettre un digicode sur la porte, faire un logiciel où tu peux avoir le nom le numéro de téléphone de tous les collaborateurs et savoir s'ils sont là ou pas là. Voilà. Et donc, pendant 3 jours, chacun crée une équipe, crée un projet. Et au bout de 3 jours, on vote pour le meilleur projet et la boîte finance ce projet-là. Et ça a changé le mood, l'ambiance générale de la boîte. Incroyable. Et quand des gens s'en vont, il y en a des nouveaux qui viennent. Et donc, il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs parce que les nouveaux, ils arrivent, ils n'ont pas le passif, ils ont une nouvelle énergie et la boîte est repartie. Et c'est à ce moment-là qu'elle est rentrée dans sa période de croissance qui a amené jusqu'à aujourd'hui. Puisque, en fait, les départs ont aussi amené des éléments positifs, c'est-à-dire du sang neuf, en fait. Et du coup, la peur à ce moment-là, c'était de se dire combien ils vont en avoir. C'est phénomène un peu de. Il y a une fuite, quoi. Ouais, de dire les gens ne croient plus en moi. Ça met en cause tes capacités de leader. C'est des gens qui avaient un bon niveau, c'est des gens que je ne voulais pas voir partir et qui s'en vont. Donc, les gens te quittent, quoi. Et à quel point tu penses qu'on peut. C'est quand la personne, elle vient, entre guillemets, c'est mort ou tu as un espoir d'arriver à la garder? Non, généralement, quand les gens viennent te voir et qu'ils ont décidé de partir, moi, j'essaie jamais. Sauf quand tu vois que c'est une décision un peu irrationnelle et que c'est plus un appel à l'aide et que la personne attend de toi que tu la retiennes, mais c'est très rare. C'est très rare. Généralement, quand les personnes ont décidé de partir, c'est généralement pas pour un problème de salaire. Alors, soit elles ont plus confiance dans la boîte, ce qui, je pense, était ce qui s'est produit à ce moment-là, soit surtout que leur boulot leur plaît plus. Qu'est-ce qui fait qu'ils se mettaient à plus croire? En fait, c'est quoi J'essaie de bien comprendre l'enchaînement. Parce qu'on pourrait penser, par exemple, Steve Jobs, typiquement, c'est un exemple que je prends souvent en interne. Quand il est revenu dans Apple, la première chose qu'il a fait, c'est on a trop de produits, on va éliminer, on va recentrer parce que on se disperse. Et c'est d'ailleurs apparemment une des... le head of design, je sais plus comment il s'appelait là, le chauve d'Apple, et il disait que souvent Steve Jobs, son truc qu'il voulait toujours le voir, c'est est-ce que t'es focus, quoi. Et donc, j'essaie de comprendre que ça aurait pu être très bien perçu comme une opportunité de putain, on a un vrai leader qui est aux commandes, on va tout exploser. Quel est l'apprentissage, nous, moi déjà, et les personnes qui nous écoutent, qu'on peut tirer de ça? Dans le cas de Apple, c'était un peu différent parce qu'il n'était pas responsable de la situation. Il arrivait un peu en sauveur et là, tu peux prendre à ce moment-là des décisions importantes parce que c'est pas toi qui as pris les décisions qui ont mis la société dans une situation difficile. Dans mon cas, c'est moi qui avais pris les décisions de faire trop de soft, qui avait mis la société dans cette situation difficile. Et donc, c'est moi qui corrigeais en quelque sorte mes erreurs. Donc, tu vois, j'avais admis mes erreurs, mais je n'étais pas dans cette situation de sauveur que tu évoques avec Steve Jobs. L'enseignement qu'on peut tirer, là, en tout cas, moi, l'enseignement que j'en ai tiré, le premier enseignement, c'est attention à pas trop se faire plaisir. Je me faisais trop plaisir et faire des nouveaux softs sans penser aux conséquences. J'étais trop dans la pulsion du moment, la pulsion de faire des nouveaux softs. Mais quand même, j'imagine au moins le fantasme que ça génère de l'argent. Bien sûr, mais ce que j'ai appris, c'est que, pour faire un soft, il faut du monde. Il ne faut pas juste ton idée et prendre quelqu'un qui passe. Donc, il lui faut une équipe dédiée. C'est comme un enfant. Tu vas devoir le suivre pendant plusieurs années pour qu'il grossisse. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que pour réussir quand tu es dans une boîte de soft, il ne suffit pas de faire des beaux softs. Il faut, et ça, c'est une interview de Marc Andreessen, le créateur de Netscape, il faut avoir une machine à distribuer. Il faut créer une machine à distribuer ton soft. Donc, il faut investir massivement en sales et marketing. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas pris conscience. Oui, tu n'es pas câblé de base sur la partie sales et marketing. Tu es plus câblé produit, ingénieur, développé. Voilà. Et j'étais pas du tout sales ni marketing. J'étais persuadé que si j'avais un beau produit, avec beaucoup de passion mise dedans, ça suffirait pour que les gens le découvrent et l'achètent.
Et en fait, j'ai compris que je me trompais en allant voir une conf d'un prof de marketing qui disait « Les gens orientés produits ont tendance à sacraliser le produit. C'est classique dans les boîtes de tech. Et c'est bien de sacraliser le produit, de penser qu'il n'y a que ça qui est important, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est penser à vos clients. Et vos clients, eux, votre produit, en fait, ils s'en foutent. Eux, ils cherchent une solution à un besoin. Et donc, le fait que mon logiciel de gestion des congés, il soit avec une logique comptable en partie double, mais mes clients, ils s'en foutent. Je n'avais pas pris conscience de ça. Moi, je pensais qu'ils allaient s'extasier devant quelle idée géniale. La compta en partie double pour gérer les congés, mais qu'est-ce que c'est brillant. Et le jour où j'ai compris qu'ils n'en avaient rien à foutre et qu'eux, ils avaient un problème et qu'il fallait le résoudre, là, j'ai fait un grand pas et que d'eux, il fallait donc investir en marketing et en commercial pour amener mes produits à mes clients. Et t'as mis quoi en place du coup? Et donc, j'ai monté une équipe commerciale, enfin, j'ai accéléré le commercial. Pour te dire à quel point j'étais grave au niveau commercial, au début, je disais non, j'ai pas besoin de commerciaux, c'est les consultants qui font des déploiements, qui connaissent bien le métier, qui vendront d'autres produits. Mais j'ai pas besoin de commercial. Ils venaient comment les clients déjà? Alors les clients, ils venaient assez naturellement par... c'était le début de Google AdWords. Ah ok. Donc je faisais du AdWords et les clients, ils venaient, voilà, ça coûtait pas cher et ça rapportait gros. Et donc les clients, ils venaient comme ça. C'est moi qui faisais le commercial principalement. J'avais un autre commercial, mais je voulais pas développer le commercial. Donc ça veut dire que la RH, c'est intéressant, moi je connais beaucoup moins la partie B2B, donc la RH cherchait une solution dans Google. Certains, tu sais, les early adopters, ceux qui sont un peu câblés comme ça. Ouais. C'était une minorité. Mais au début, j'avais pas besoin de beaucoup. Ouais, mais donc, ça pouvait pas scaler comme ça. J'avais pas pris conscience de ça. Mais en tout cas, ça me ramenait suffisamment de clients pour payer mes développeurs et me permettre, moi, de progresser dans mon métier de concepteur de logiciels. Et en fait, on a commencé à se développer grâce à mon directeur commercial qui, lui, a monté une équipe de commerciaux dans mon dos, de façon plus ou moins occulte. Il m'a dit, Gilles, est-ce que je peux prendre... Donc, moi, je voulais pas qu'il recrute des commerciaux. J'étais un peu buté. Je disais, non, c'est forme les consultants. Et lui, il m'a dit, Gilles, est-ce que je peux recruter des stagiaires? Je dis, bon, ok, tu vois, ok, prends des stagiaires. Et il a monté son service commercial avec des gens qui ne faisaient que du commercial, ce que moi, j'avais du mal à concevoir, dans mon dos. Parce que lui, il avait le mindset dont j'ai parlé tout à l'heure, tu sais, du manager, du type qui est là pour battre la concurrence, pour avancer, tu vois, ils s'en foutaient de l'amour du produit ou de l'amour de Martine. Lui, ce qui l'intéressait, c'était gagner, grossir. Et heureusement que je l'ai eu. Et d'ailleurs, mon nouveau directeur commercial a commencé comme ça, comme stagiaire, recruté par mon ancien directeur commercial, qui est parti lors de la période dont je t'ai parlé, parce qu'il trouvait que j'étais pas assez ambitieux. Ok, donc ouais, c'était une perte importante. C'était une perte importante, oui. Et le début d'une hémorragie, parce que quand tu as un bon qui s'en va, généralement, il y a... Oui, un bon et un leader qui s'en va. Ouais, ça déclenche d'autres départs. Et d'ailleurs, est-ce qu'avec du recul et l'expérience que tu as, dans la même situation, avec, entre guillemets, les erreurs que toi, t'avais faites, effectivement, c'est différent de Steve Jobs, tu penses que tu t'y prendrais autrement? En tout cas, imaginons que tu devrais conseiller un entrepreneur qui, il est parti dans tous les sens, il s'est fait plaisir, il le réalise. Parce que le leadership, c'est aussi, à un moment donné, la capacité à re-raconter, en fait, voilà, j'ai fait ces erreurs-là. Est-ce qu'il y a des ajustements aussi dans la manière que tu l'as dit, qui auraient pu faire que ce directeur commercial, il se dise, au contraire, il est fort, il vient de capter un truc et au contraire, on va tout déchirer ensemble. L'ajustement qui aurait été possible, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire de dire à mes troupes, ok, mes moyens ne sont pas à la hauteur de mes ambitions. Donc, on va aller chercher de l'argent à l'extérieur pour qu'on ait des moyens à la hauteur de mes ambitions. Mais je pense que j'étais pas prêt. J'étais pas assez mûr, pas assez avancé dans ma compréhension du métier d'entrepreneur pour faire ça avec succès. Il y a assez peu de choses que je regrette en regardant parce que tu apprends de tes échecs. Non, c'est clair. Mais c'est plus t'imaginant, ce qui est plus facile à imaginer, que c'est pas tant toi, mais quelqu'un qui est dans cette situation-là. Je pense que ce que je conseillerais à quelqu'un, ou ce que je me conseillerais à moi-même, avec le recul, c'est Gilles, écoute, prends des commerciaux, investis plutôt en marketing et en sales parce que les ventes que tu vas faire vont te ramener des ressources qui te permettront de recruter des développeurs et développer ton produit. Donc, tu vas faire grossir ta boîte en même temps que ton produit. Là, le fait de ne pas investir plus en commercial et marketing, ça a ralenti mon développement.
Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle là que tu as envie de partager dans les dernières journées, dernières semaines, un truc qui est un truc sympa? Et donc j'ai fait une levée, hein, on va lever le suspense. Donc j'ai levé des fonds après avoir été en bootstrap pendant 20 ans. Et quand tu fais une levée, il y a une phase où tu signes la term sheet. Donc chacun s'engage, mais il faut faire des formalités juridiques qui prennent un certain temps. Et donc ça, cette période qui dure à peu près un mois et demi de due diligence, puis de formalités juridiques, c'est tombé en même temps que la guerre en Ukraine, etc. Et donc j'avais peur que le fonds change d'avis ou renégocie le prix, etc. Alors peut-être justement, on va prendre le temps, parce que c'est quand même pas un petit événement, et aide-nous à voir justement, parce que tu commençais à en parler, toute cette phase du moment où tu as l'idée de comment ça se passe, et raconte-le-nous au travers de tes yeux. Pendant quasiment 20 ans, je me suis autofinancé. Au début, j'ai essayé de lever des fonds, j'ai pas réussi. On va dire la première année. Donc finalement, c'est ma femme et ma belle-sœur qui m'ont prêté de l'argent. Et puis au bout de 2-3 ans, après la création de Lucas, j'ai plus besoin de lever des fonds. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi à cette époque-là? Je pense que j'étais pas assez bon. C'était il y a 20 ans, j'étais pas assez convaincant. J'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. C'était pas le même contexte non plus. C'était peut-être un peu plus difficile de lever des fonds il y a 20 ans, mais on pouvait lever des fonds. Donc moi, j'ai pas réussi. Mais finalement, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, je pense, puisque assez rapidement, je m'en suis sorti par moi-même. Enfin, je me suis fait financer par mes clients, ce qui n'est pas la plus mauvaise manière de se faire financer. Et donc, la société a grossi, on pourra revenir dessus si tu veux. Et puis, la situation s'est inversée. Depuis à peu près 5-6 ans, toutes les semaines, je reçois des appels, des mails de fonds qui me disent « Gilles, on sait que tu lèves pas, mais ça serait bien qu'on se parle. Il faudrait qu'on se parle. » Au début, je répondais. Et puis après, tu sais, c'est un peu comme tu es une belle femme. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que vivent les belles femmes. Tu réponds plus. Tu réponds plus aux sollicitations. Il y en a trop. C'est comment quand même les premières fois, on commence à te parler de plusieurs millions d'euros? Parce qu'il y a aussi cette idée que, je sais pas encore pour toi, hein, mais plusieurs entrepreneurs, ce que je peux observer, c'est j'ai mis toute mon énergie, toutes mes heures et tout mon argent dans ma boîte. Et en fait, je vois bien qu'il y a un phénomène un peu de peur aussi, de si ma boîte, elle s'écroule, si ça marche pas. Au final, j'ai tout mon capital qui est dans un asset, dans un endroit. Et tu as quelqu'un de l'extérieur qui te dit, en fait, moi, je peux te donner 5 millions, 10 millions, 20 millions. Il y a plein de sujets là. C'est vrai qu'à partir du moment où ta boîte marche bien et que tu es dans le SaaS, hein, donc ce domaine qui est en grosse croissance, assez vite, tu dis, mais combien vaut ma boîte? Donc tu te renseignes, tu regardes et tu apprends vite que ta boîte, elle vaut non pas ce qu'elle gagne, mais ce qu'elle fait en chiffre d'affaires fois un multiple, un fameux multiple de l'ARR. Hein. ARR, c'est ton abonnement annuel récurrent. Et au début, les premières fois que j'ai entendu parler de ce concept, c'était quand Oracle ou SAP a racheté Concur. Concur, c'est une boîte qui fait un logiciel pour gérer les notes de frais. Ils l'ont racheté 6 fois ou 7 fois le chiffre d'affaires. Alors tout de suite, tu prends ton chiffre d'affaires. Nous, à ce moment-là, on devait faire 2 millions, je crois. Donc, tu fais 2 millions fois 7, 14 millions. Ma boîte, elle vaut 14 millions. C'est incroyable. Et puis ta boîte, elle continue à grossir avec des taux de croissance dans le SaaS autour de 40-50% par an. Tout ça en bootstrap. Tout ça en bootstrap. Donc, un an, tu vaux 14 millions. L'année d'après, tu vaux 21 millions, puisque ta boîte a grossi de 50% si tu appliques le même ratio au chiffre d'affaires. Et si le ratio sur le chiffre d'affaires augmente, tu gagnes encore plus d'argent. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à te courir dans la tête. D'autant plus que chez Lucas, moi, j'ai fait rentrer beaucoup de salariés au capital. J'ai fait rentrer 50 salariés au capital, non pas tellement sous forme de BSPCE ou stock option, mais en leur faisant acquérir des actions et en leur disant, OK, tu dois avoir ce qu'on appelle skin in the game. Tu vois, tu dois t'impliquer, te faire un peu mal, prendre un risque. Et en contrepartie, donc, tu as des actions de la société et ça devient ta boîte. Ça change beaucoup la motivation des gens. Donc, bref, je me retrouve avec 50 personnes qui, eux aussi, regardent la valorisation de leurs actions et se disent, Gilles, quand même, ça serait peut-être pas mal d'en profiter. Et surtout, la dernière chose, c'est que tes concurrents lèvent des fonds. Tes concurrents qui sont à peu près de ta taille, un peu plus gros, un peu plus petits, lèvent 10, 20, 50, plus de 100 millions d'euros, alors que toi, tu fais 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ton concurrent lève 100 millions d'euros en cash pour accélérer sa croissance. Et là, tu as une grosse pression de la part de tes collaborateurs qui te disent, Gilles, tu te vantes de ne pas lever, tu dis que les neurones sont plus rares que les euros, mais au bout d'un moment, tu sais, nous, on galère pour recruter des gens, pour leur payer leur salaire. Et le truc qui a déclenché, qui a fait que j'ai pris ma décision,
On a eu une réunion avec mon comité de direction parce qu'un ancien de Lucas m'a contacté en me disant « Gilles, là j'ai 40 ans, j'ai le même âge que toi quand tu as monté ta boîte et j'aimerais monter la filiale de Lucas en Suisse. » Et il s'appelle Régis, et Régis connaît très bien nos softs, il sait les vendre, il sait les déployer, donc c'était une opportunité incroyable. Donc je réunis mon comité stratégique, une douzaine de personnes, et je leur dis, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, on va refaire le budget. Et là, j'ai une réaction de mes collaborateurs qui me dit, écoute Gilles, si tu veux qu'on fasse 45% de croissance l'année prochaine, comme on l'a prévu au budget, avec le budget qu'on a, si tu veux en même temps ouvrir la Suisse, on n'y arrivera pas. On ne peut pas faire à la fois 45% de croissance en France et ouvrir un nouveau pays. Parce que quand tu ouvres un nouveau pays, forcément, la croissance n'est pas la même dans ce nouveau pays que là où tu es établi. Et pour bien comprendre, ouvrir un nouveau pays, dans ton cas, sachant que tu as des solutions RH pour les entreprises du coup françaises, ça veut dire une filiale, c'est des nouveaux produits ou c'est adapter les produits? Ce sont les mêmes produits à des petites modifications près. Par contre, il faut parler le langage du pays, le langage au sens le plus général du terme, tu vois, connaître les termes. En Suisse, tu dis pas congé payé, tu dis congé annuel, je crois, ou absence. Tu vois, donc c'est des petits détails comme ça que tu dois adapter. Et puis ensuite, la manière d'approcher les clients, etc. Et je me rends pas compte dans ce domaine-là, à quel point c'est au-delà du vocabulaire, à quel point c'est lié à la législation du pays. Ça dépend. Sur la paye, c'est très proche. Donc, nous, on ne fait pas de paye chez Lucas. On fait tout ce qui est autour de la paye. Donc, si tu fais de la paye, c'est très, très lié. Si tu fais des congés payés, c'est un peu moins lié. Si tu fais des notes de frais, c'est un peu moins lié, mais tu peux avoir des problèmes de calcul de TVA qui sont différents ou les règles pour dématérialiser tes justificatifs de frais. Voilà. Tu as des petites différences sur les heures supplémentaires aussi, qui font que tu es obligé d'adapter le produit. Et puis surtout, il faut avoir des gens sur place, il faut monter une organisation sur place pour être efficace, pour être proche de tes clients. Et donc, c'était ça l'enjeu. Et je me rends compte donc que mon comité stratégique freine des cas de fer parce qu'on n'a pas assez d'argent pour financer à la fois le développement en France et en Suisse. Et là, à nouveau, chaque semaine, je reçois des mails et même des coups de fil, même comme des vendeurs. Les mecs m'appellent sur mon 06. C'est un peu le CPF version levée de fonds. Ouais, voilà, exactement. Ils sont, tu vois, ils cherchent, les fonds cherchent des boîtes qui n'ont pas levé encore et qui sont profitables et qui grossissent. Sachant donc à ce moment-là, tu as 300 collaborateurs. C'était il y a 6 mois, on était 300 collaborateurs et à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent, avec une croissance de 50%. Ce qui est beau. Ce qui est une belle croissance et très, très peu de churn. Donc le churn, c'est les abonnés qui résilient, 5% par an, ce qui est dans notre secteur, qui est plutôt le mid-market, c'est un très bon chiffre. Il y a des boîtes qui sont contentes d'avoir 5% par mois. Quand tu dis dans ton secteur, c'est que, juste pour avoir une idée, c'est-à-dire que les gens désabonnent moins des plus gros niveaux ou plus? Moins, beaucoup moins. En B2C, désabonnent beaucoup. En B2B, sur les petites boîtes, désabonnent un peu moins, mais quand même beaucoup. Et puis plus tu montes en taille de boîte, moins ils se désabonnent parce qu'ils ont des process très longs pour prendre un nouveau soft, etc. Okay. Et donc, pour avoir des taux de churn, il faut avoir idéalement un bon logiciel. Donc, à un moment donné, je me dis, il faut peut-être lever parce que les valos sont très intéressantes. Les valos, donc c'est ce fameux multiple du chiffre d'affaires, c'était plus 7, ni 8, ni 9, mais 10 et plus. Et certains de mes concurrents ont même levé avec des valos de 30 fois, voire plus, leur chiffre d'affaires. Donc là, tu te dis, même si par principe, je suis contre, là, le coût du capital est tellement intéressant, c'est-à-dire que quand tu lèves, tu donnes une petite partie de ta boîte en contrepartie de la levée. Plus la valorisation est élevée, plus la partie que tu donnes en contrepartie est faible. Donc, moins ça te coûte cher de faire rentrer des investisseurs. Donc, à un moment donné, il faut quand même être réaliste quand les prix sont très, très élevés. Surtout que l'idée, c'est tu vas pas vendre toute ta boîte. Et donc, en fait, je me rends compte de ça en appelant un fonds avec qui je discutais depuis un moment parce que le type du fonds connaissait très bien mon secteur. Donc, on s'est échangé. Il me disait, X, ils vont lever bientôt. Et puis, une semaine après, je voyais que X levait. Et puis, j'ai parlé au directeur financier de Y, il parlait à tous mes concurrents. Comme il avait investi dans aucune des boîtes du secteur, tout le monde lui parlait. Et donc, lui, sa manière de rentrer en contact avec les boîtes, c'était de parler des trucs qui nous intéressent. Parce que quand les fonds t'appellent, souvent, tu sais qu'ils vont te parler de valo, ok, ils vont te parler d'argent, ok, mais ils te disent tous la même chose. Tandis que lui, il avait compris qu'il allait me parler de mes concurrents. Ce qui est une très bonne approche. Voilà, et puis moi, il me demandait, et toi, t'en es où? Donc moi, je lui lâchais quelques trucs. Tu vois, c'était une manière de le rémunérer. En échange, je lui disais mon ARR, ma croissance, et lui me donnait celle des concurrents. Donc lui, je l'appelle et je lui dis, écoute, on va peut-être lever, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute Gilles, c'est pas compliqué, tu m'envoies tes comptes là, et puis dans 2 semaines, on te fait une proposition. Et je lui dis, est-ce que tu crois qu'il faut que je prenne un lever? Un lever, c'est quelqu'un qui t'aide à trouver des fonds. Il me dit, non, prends pas de lever, il n'y a pas besoin. Je me dis, s'il me dit ça, c'est pour pas qu'il ait de concurrent. Mais tu verras après ce qu'il en est. Et en même temps, il me dit, ah oui, Gilles, à propos, tu veux lever combien? Alors je lui dis, je veux lever à peu près 30-35 millions. C'est ce que j'avais calculé, dont j'avais besoin pour atteindre mes objectifs de croissance. Il me dit 30-35 millions, c'est un peu petit pour nous. Nous, c'est plutôt à partir de 50-60 millions. Mais si tu veux, on peut faire un cash-out. Alors je lui dis, comment ça, on peut faire un cash-out? Eh bien, si tu veux, on met 35 millions dans ta boîte et puis on rajoute la différence avec 50, 60 ou plus en cash et on te rachète tes actions à toi. Donc, on te donne à toi 30 millions. Donc, tu as 35 millions dans ta boîte et toi, en plus, tu as 30 millions dans ta poche. Donc, tu gardes ta boîte, tu as de l'argent dans ta boîte et on te donne du cash à toi. Tout ça avec un multiple intéressant. Enfin, à ce moment-là, je ne le connaissais pas encore, le multiple, mais j'avais une petite idée. Et donc là, forcément, même si tu comptes les lever, tu commences à te dire, je reste majoritaire dans la boîte, je me retrouve avec 35 millions, alors que là, je galère même pour recruter mon type qui va bosser en Suisse, et je récupère plusieurs millions d'euros dans ma poche. Après avoir bossé pendant 20 ans, etc. Donc, c'est difficile de dire non, là. Parce que vraiment, les astres s'alignent. Et en fait, les choses ont évolué assez rapidement. Donc, il me dit, prends pas de lever. J'appelle d'autres copains qui me disent, mais si, Gilles, il faut que tu prennes un lever pour mettre les fonds en concurrence. Et puis, j'en parle à Stéphane Dietrich, qui est une sorte de business angel que j'ai fait rentrer dans ma boîte il y a 1 an et demi. Ouais, voilà, il a mis un petit ticket parce qu'il m'a dit, écoute, Gilles, moi, je veux bien continuer à t'aider, à te conseiller, mais tu vas pas me payer pour ça. Laisse-moi mettre un petit ticket dans ta boîte. Et donc, il a mis de l'argent, non pas pour financer quoi que ce soit, mais parce que j'avais envie qu'il soit à côté de moi et qu'il m'aide. Sur quel aspect, pour bien comprendre? Pour qu'il m'aide notamment sur ça, sur la levée, parce qu'il connaît tous les fonds, il connaît très bien. Lui-même, il a vendu sa boîte il y a quelques années. Il a vendu sa boîte à Adobe pour 600 millions de dollars. Et donc, il connaît très bien ce secteur. Et je lui parle des leveurs. Alors, Stéphane, est-ce qu'il faut que je prenne un lever? Donc, il me dit, les leveurs, c'est pour les losers. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, les leveurs, c'est quand ta boîte n'est pas encore très connue et que tu as besoin de la mettre sur le marché. Mais toi, tu es connu déjà. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Tu connais déjà des fonds et les fonds surtout te connaissent. Et l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que tu sais, donc tous ces fonds qui te contactent par mail, tu les ghostes. Moi, je répondais plus. Et moins tu leur réponds, plus ça les excite. Plus ça les excite parce que c'est les meilleurs qui répondent pas, tu vois. Donc je le faisais pas du tout pour ça, mais finalement ça les excitait. Ce qui fait qu'on a sélectionné 7 fonds qui nous connaissaient déjà de réputation. Et donc avec les 7 fonds, on a eu des rendez-vous. Il m'a dit tu vois pas plus de 7 fonds. C'est comme quand tu as une maison à vendre ou à louer, faut pas que tu la mettes sur tous les sites, sur toute la place. Non, il faut créer un peu la rareté, il faut donner de l'envie. Et les 7 fonds, tu vas leur dire, vous avez été sélectionnés, on ne voit que 7 fonds, on pense que vous êtes les meilleurs pour nous. Et on les avait sélectionnés aussi en fonction de la taille des tickets qu'ils peuvent mettre. Tu sais, les fonds, ils sont spécialisés par secteur, par taille de ticket. Voilà, et donc là, on les a mis en concurrence. Et sur les 7 fonds, il y en a 3 qui ont montré un intérêt. Et il y en a un avec qui on a conclu. On les a mis un peu en concurrence et puis et donc on a eu une belle valo. Alors moi j'aimerais bien la dire, mais on va dire que c'est plusieurs centaines de millions. C'est pas une licorne, mais c'est plusieurs centaines de millions. Donc c'est un beau multiple. Et justement, j'ai une question par rapport à ça, un truc qui est pas clair pour moi dans la manière de le comprendre par rapport à ces multiples. On parlait de 7, puis 14, puis par exemple certains 30. Du côté de l'entrepreneur, est-ce qu'il y a uniquement des avantages à avoir le multiple le plus élevé ou est-ce qu'il y a aussi des inconvénients à valoriser sa boîte à un multiple, par exemple, imaginons qu'on me propose 14 et je me dis, en fait, je pourrais peut-être chercher 25. Est-ce que j'ai des inconvénients à chercher ces 25? Si tu vends ta boîte, il n'y en a pas. Parce que tu vends au plus offrant, quoi. Ça, c'est pas compliqué. Si tu vends toute ta boîte. Oui, tu sors. Si tu vends pas toute ta boîte, tu peux avoir une raison de pas forcément aller chercher le multiple le plus élevé pour pas compromettre l'avenir et notamment le fait de rentrer des gens au capital. Par exemple, chez Lucas, donc sur la levée qu'on a faite, donc on a fait 65 millions, 35 millions dans la boîte et 30 millions en secondaire. Mais moi, j'ai pas pris 30 millions. 30 millions, c'est beaucoup. J'ai pas besoin de 30 millions. Et puis surtout, plus tu prends, plus tu lâches d'actions. J'ai été voir mes autres associés, donc les 51 salariés, et je leur ai dit, écoutez, ceux qui sont dans Lucas depuis plus de 3 ans, et certains ont investi depuis plus de 10 ans, vous allez pouvoir vendre une partie de vos actions, jusqu'à 10-20%, peut-être plus, selon les cas, vous me direz. Et donc les 30 millions,
ont été répartis entre 20 salariés actionnaires. Donc, si tu fais le calcul, c'est 1,5 million en moyenne. Il y en a certains qui ont pris plus que ça, beaucoup plus que ça même, et d'autres qui ont pris un peu moins, parce qu'ils avaient un peu moins d'actions. Mais en gros, tout le monde a pris des actions, du cash, je veux dire, et donc a fait une plus-value par rapport au prix auquel ils avaient acheté leurs actions. Une plus-value de dingue, fois 1000 par rapport à ce qu'ils avaient payé. Quoi, tu vois, ils ont vendu 4-5% de leurs actions, certains, et ça a remboursé tout leur investissement. Donc tout le reste, ça va être du bénéfice. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de préserver. Et donc si la valorisation de ta boîte est très élevée, les nouveaux salariés que tu vas faire rentrer au capital, parce que là, on va faire rentrer 20 nouveaux salariés au capital pour passer de 50 à 70. Si ton multiple est trop élevé, la possibilité de gain pour les nouveaux est moins intéressante. Elle n'est pas très faible parce qu'ils auront au moins la probabilité de gain que va faire le fonds. Le fonds, quand il investit, lui aussi, c'est son métier de gagner de l'argent. Donc, le fonds rentre avec un scénario de faire 2, 3, 4 fois, 5 fois la mise en 5 ou 6 ans. C'est ce qu'on appelle un fonds de growth. Tu as les VC, Venture Capital, qui rentrent dans les startups, donc ils prennent des gros risques. Ouais, très tôt. Ouais, très tôt. Donc, eux, ils essaient de faire au moins 10 fois la mise. Ensuite, tu as les fonds de growth qui rentrent dans des boîtes où le risque que la boîte échoue n'est pas élevé. Il est même nul. Dans le cas de Lucas, c'est impossible que Lucas disparaisse. Par contre, eux, ils font un pari sur la croissance. Est-ce que Lucas va faire 3 fois, 4 fois, 5 fois sa valeur en 5-6 ans? Et donc, les fonds qui investissent dans Lucas ont cet objectif-là de faire 3, 4, 5 fois la mise. Donc, si tu fais rentrer des salariés aujourd'hui à la même valorisation, ben, ils ont le même espoir. Ils sont alignés avec le fonds, en fait, en termes de raisonnement patrimonial. Ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter la logique de mercenaires. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une boîte, moi, j'essaie d'avoir je veux des croisés, pas des mercenaires. Qui sont intéressés à la cause. Qui sont intéressés à la cause, au projet d'entreprise et surtout qui rentrent en se disant ça devient ma boîte. C'est ça que j'ai vu l'intérêt de faire entrer des gens au capital en leur faisant acheter des actions plutôt qu'en leur filant des stock options. C'est que ça devient leur boîte et ça change pas mal leur attitude. Tu peux peut-être justement clarifier la différence qu'il y a entre BSPCE, stock option et du coup action? D'accord. BSPCE et stock option, c'est le même principe. C'est qu'on te donne la possibilité d'acheter des actions de la boîte dans laquelle tu es à un prix qui est fixé très longtemps à l'avance. On va dire 4, 5, parfois 6 ou 10 ans à l'avance. C'est-à-dire avant que tu puisses vraiment exercer tes options. Donc, on te donne tes options ou tes BSPC aujourd'hui et tu peux racheter dans 5 ans ou dans 10 ans les actions de ta boîte au prix qui a été fixé aujourd'hui. Donc, si la boîte a pris de la valeur, c'est super bénéfique. C'est-à-dire, c'est mieux que des actions parce que tu n'as pas le risque qui est lié à l'achat d'une action. L'alternative, c'est aujourd'hui, au lieu de te donner 10 stock options, on te vend 10 actions de la boîte. Donc là, tu dois sortir du cash, premier inconvénient. Et ce cash, tu peux le perdre si jamais la boîte ne grossit pas ou se casse la gueule. Et en fait, j'ai compris la différence entre les deux. Quand mes premiers salariés qui sont rentrés dans Lucas, au début de Lucas, je me suis dit, il faut que je les intéresse au capital. Et je leur ai donné des stock options. Et au bout de quelques années, ils m'ont dit, écoute Gilles, nous, on veut avoir des actions. Ils ne comprenaient pas, c'était plutôt des ingénieurs, tu vois. Ils ne comprenaient pas l'intérêt des stock options. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, ce n'était pas des vraies actions. Ils voulaient avoir des vraies actions de la boîte. Et donc, je leur ai dit, OK, abandonnez vos stock options et je vous vends des actions. Et donc, ce jour-là, ils se sont endettés. Ce n'était pas des montants monstrueux, mais c'était entre 10 et 20 000 euros. Quand tu es salarié, c'est déjà beaucoup. Ils se sont endettés pour acheter leurs actions et ils ont pris 10% du capital chacun. J'avais 3 associés, ils en sont récupérés chacun 10% du capital. Et aujourd'hui, ces 10%, ça vaut plusieurs dizaines de millions. Incroyable. Et donc, ouais, du coup, tu vois une différence dans la démarche parce que du coup, ils prennent un risque. C'est très conscient. Je décide d'aller miser sur cette entreprise. Ça devient mon entreprise. Ça devient ma boîte. Et tu le sens beaucoup moins avec les BSPCE, du coup. Les BSPCE, c'est pas que tu le sens moins, c'est que c'est pire que ça. C'est-à-dire que les BSPCE, comme ça vaut rien, qui ne coûte rien ne vaut rien. Tu sais, on dit souvent. Donc les BSPCE, tu les donnes. Alors les gens, déjà, ils ont du mal à comprendre ce que c'est vraiment, ce que ça représente. Et puis, ils vont surtout regarder le voisin. Et si le voisin en a eu plus qu'eux, ben, ils réagissent mal. Ils se comparent. Et souvent, les BSPCE, quand ça coûte rien, on a tendance à en donner beaucoup. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois avant de monter Lucas, j'étais directeur financier. Donc, j'ai mis plusieurs fois en place des plans de BSPCE, stock option.
tu passes beaucoup de temps. Et à l'arrivée, les gens sont généralement frustrés. Ceux qui en ont beaucoup ne comprennent pas l'intérêt. Et ceux qui n'en ont pas beaucoup, qui n'en ont pas, sont frustrés. Frustré dans le sens, en se comparaison, ils se disent, Oui, mais pourquoi voilà. j'en ai pas? Pourquoi j'en ai pas? Ils ne savent pas ce que ça vaut non plus, hein, mais j'en ai pas, donc je suis moins bien considéré. Donc c'est vraiment, moi, c'est quelque chose que je déconseille beaucoup. Alors, il y a certains contextes quand même où ça peut être intéressant. Quand ta boîte est cotée, quand tes BSPCE, tu peux les exercer et qu'en contrepartie, tu vas avoir du cash. Voilà. Donc, il y a quelques contextes où c'est intéressant. Mais dans la plupart des cas, quand les boîtes ne sont pas cotées, quand les boîtes démarrent, franchement, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Comment t'expliques du coup, entre guillemets, le succès que ça a? Parce que c'est hyper utilisé typiquement dans le monde de la startup. Parce que, alors, certains comprennent quand même, hein, notamment les salariés qui ont un côté un peu financier, se rendent compte qu'un BSPCE, c'est plus intéressant que d'acheter des actions. Donc, ça passe pas au-dessus de la tête de tout le monde. Et le deuxième truc, c'est que c'est à la mode. Ça permet de dire, je t'ai donné pour 300 000 euros de BSPCE. En jouant un peu sur le fait que quand on te donne pour 300 000 euros de BSPCE, on ne te donne pas 300 000 euros. On te donne la possibilité d'acheter pour 300 000 euros d'actions de ta boîte. Donc, tu vois, les employeurs jouent un peu sur cette ambiguïté dans l'esprit des gens. Je te donne 300 000 euros de BSPCE, ça ne veut pas dire que je te donne 300 000 euros. Ça veut dire que je te permets d'acheter 300 000 euros d'actions de la société. Si les actions de la société montent, alors ça vaudra quelque chose. On ne sait pas combien. Si les actions de la société baissent, les 300 000 euros qu'on t'a donnés en BSPCE, ça vaut 0. Tu vois. Donc, il y a cet effet de mode. Et puis, il y a, bon, quand même, c'est intéressant. Au niveau fiscal, c'est quand même intéressant, hein, les BSPCE. La valeur intrinsèque du BSPCE n'est pas considérée comme un salaire. Donc, c'est intéressant. Et c'est réservé aux sociétés qui ont moins de 15 ans. Si tu as plus de 15 ans, tu peux pas donner tu peux plus donner de BSPCE. C'est réservé aux jeunes entreprises. Et donc, ouais, donc là, toi, tu as donné de l'actionnariat. Et donc, on en revient du coup à cette levée. Donc, tu disais, donc, tu as choisi un des fonds qui t'a fait une proposition à 65 millions avec cette idée d'avoir une partie pour créer de la croissance et une partie, du coup, pour toi et les 50 personnes qui ont... Pour te dérisquer, c'est le terme utilisé dans le milieu. C'est pour dérisquer l'entrepreneur et ses managers. Et c'est vrai qu'il y a une certaine part de vérité. C'est-à-dire que moi, Lucas, c'est une boîte que j'ai créée donc quand j'avais un peu moins de 40 ans. J'étais salarié, donc je crée Lucas. Au début, ça grossit doucement. Je me serre un peu la ceinture. Il y a certains mois où je ne me paye pas. Ma femme qui n'est pas très contente. J'avais un job dans un grand cabinet d'audit. C'était assez prestigieux. Il y a 20 ans, monter sa start-up, ce n'était pas très prestigieux. Donc, j'ai un peu galéré. Et puis ensuite, la boîte a commencé à grossir. J'ai pu me payer un salaire correct, mais pas mirobolant. Après combien de temps? Au bout de 10 ans, j'ai commencé à pouvoir me payer un salaire un peu correct. Et ça faisait peur à ta femme, du coup, Au début, ça lui faisait un peu peur, quoi. Et même mes enfants, ils ont vu la différence. En fait, quand tu crées ta boîte, tu es ton propre boss. Tu n'as plus un type à qui tu rends des comptes. Mais le soir, quand je rentrais à la maison, j'avais conseil d'administration tous les soirs à table. Hein. J'avais ma femme et mes enfants qui me disaient « Alors, papa, t'as vendu des licences ?» Parce qu'ils avaient bien compris que... Parce qu'on va pas aller à Disney s'il n'y a pas... Eh ben exactement. Vous avez quel âge? La destination, ils avaient entre 5 et 15 ans. Okay. La destination du lieu de vacances dépendait du nombre de licences vendues. Donc, tu as toujours des comptes à rendre. Hein, même quand tu montes ta boîte, tu rends des comptes. Donc là, c'est à ta femme et à tes enfants. Et puis, au bout d'un moment, ça a grossi. J'ai plus ces soucis immédiats financiers, mais toujours le risque de se dire, mais peut-être que ma boîte peut se casser la gueule. Et ma boîte, c'est toute mon épargne. Parce que je n'ai pas d'épargne à côté. J'ai juste ma boîte. Et donc là, la possibilité d'empocher quelques millions en lâchant quelques pourcents de ta boîte, c'est là. C'est intéressant parce que, en gros, avant l'opération, je possédais 50% de Lucas avec mon épouse et les 50% restants, c'était les 50 salariés en question. Après l'opération, je détiens, je ne vais pas donner le pourcentage exact parce que tu aurais la valeur et donc à nouveau, je me suis engagé par aux investisseurs à ne pas la donner, mais en gros, je suis avec les associés, avec les salariés, on est encore très, très majoritaire dans Lucas. Incroyable. Et donc, c'était comment, du coup, quand tu as signé ça? Quand j'ai pris la décision de lever, c'est une décision que j'ai d'abord prise rationnellement. Il y avait plein de bonnes raisons de faire cette levée, mais je pense que je ne l'avais pas encore prise dans mes tripes. Je ne la vivais pas vraiment. Et il y a 2 ou 3 nuits où je me suis réveillé en pleine nuit
en nage, en sueur froide. J'ai découvert ce qu'étaient les sueurs froides. J'étais en transpiration, tu te réveilles, tu ne penses qu'à ça. Est-ce que je vais rater? Est-ce que je n'emmène pas ma boîte dans une mauvaise direction? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Parce que tous les yeux de ta boîte sont fixés sur toi. Hein. Tu n'as pas le droit de rater, quoi. Si tu fais un truc comme ça, tu ne peux pas le rater. Donc, j'ai eu 2-3 nuits avant d'être aligné entre cette décision rationnelle et cette décision dans mes tripes. Et là, tu dis, tu n'as pas le droit de rater. Comment tu gères cette pression-là? Je gère, moi, en surpréparant. Je surprépare. J'ai pris des cours d'anglais à ce moment-là parce qu'il fallait que je pitch en anglais. Ça me stressait pas mal. Le pitch, je l'ai scripté. Je l'ai appris quasi par cœur. Okay. Quasi par cœur. Donc, c'est un TED, quoi, presque. Ouais. J'avais 7 pitchs à faire. Il fallait que je les réussisse. Et donc, j'ai surpréparé. Et finalement, le deal a été signé. Et ce jour-là, on a annoncé, on a fait une grosse communication pour annoncer que c'était signé. Mais je n'y croyais toujours pas. Parce que quand tu signes, il y a encore tu as le signing et le closing. Le closing, c'est quand l'argent est sur ton compte. Et donc là, il y avait encore contractuellement 2 semaines. Et là, j'ai continué à stresser pendant 2 semaines, regarder les infos, est-ce que le fonds va vraiment avoir le cash, etc. On était en réunion trimestrielle chez Lucas, donc il y avait les 300 salariés dans une grande salle. C'était le soir, on faisait la fête. Et là, il y avait une vingtaine de personnes qui regardaient leur téléphone portable et avec des grands yeux parce que tu regardes ton compte en banque et là, ton compte en banque, il grossit et tu te retrouves avec 4-5 millions sur ton compte en banque. Et là, tu dis, bon, là, ça y est, ok, c'est pas ça la finalité, hein, que tu fais pas tout ça, mais tu dis quand même... C'est un symbole. Ok, c'est un symbole, ouais, c'est un symbole. Ils sont là et c'était pas gagné de les avoir. Voilà, au moins ça... C'était quoi l'émotion que tu as ressentie, toi? Un côté, tu as envie d'aller plus loin, quoi. Tu dis, c'est ce sentiment de dérisquer, quoi. Ok, maintenant... Je suis sécure. Voilà, même si je fais d'énormes conneries, j'ai au moins ça. C'est le premier jour du reste de ma vie, quoi, tu vois. Trop bien. Un peu ça. Donc, c'est vraiment un sentiment de grosse énergie, quoi. À la fois d'atteindre quelque chose et puis surtout une grosse énergie. Parce que là, il y a les quelques millions qui sont sur mon compte, mais il y a les 35 millions qui sont sur le compte en banque de Lucas. Toute la vie de Lucas, pendant 20 ans, je gérais cette boîte pour que sur le compte en banque, il y ait 0 plus. Parce que voilà, quand tu es bootstrappé, ta règle du jeu, c'est pas d'accumuler du cash. Tu veux croître, en fait, tu dépenses, mais tu sais que tu peux pas être à 0. Donc, tu es tout le temps à fond. Mais tu as une limite, c'est ton compte en banque. Et donc, j'ai toujours été à 0 et donc à limiter mes dépenses pour pas être négatif. Et là, on se retrouve avec 35 millions sur le compte. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'on a eu notre premier board. Donc, quand tu fais rentrer des fonds, tu as des règles du jeu, ça c'est le truc le plus pénible, c'est qu'ils te font un shareholders agreement qui va fixer les règles du jeu, les droits du fonds qui vont un peu plus que sa part dans le capital. Voilà. En contrepartie de cet argent, ils te demandent des trucs que tu n'accepterais pas en temps normal. Et donc en gros, ils ont quelques droits de veto. Et puis tu imposes 4 boards par an, etc. Donc tout ça, ça donne lieu à des négociations. Et à l'arrivée, donc, ils sont au board, ils ont un siège. Moi, j'ai 2 sièges. Les salariés ont un siège, ça fait 4. Et il y a un administrateur indépendant, ils sont 5. 2 sièges, ça veut dire que tu as 2 fois 2 droits de vote, entre guillemets. Voilà, avec les salariés, j'ai 3 voix sur 5. Donc j'ai la majorité avec les salariés. Donc il faut que je m'entende bien avec les salariés. Si les salariés s'allient avec le board et avec l'administrateur indépendant, je peux sauter. Comme Steve Jobs. Comme Steve Jobs. Mais en même temps, j'aurais pu me battre pour le shareholders agreement pour pas sauter. Mais je me suis dit, c'est bien d'avoir ça parce que je vais pas m'accrocher au pouvoir comme une moule à son rocher. Si jamais je suis pas au niveau, c'est pas bon pour la boîte et c'est pas bon pour toi, tu vois. Donc si je suis pas au niveau, voilà, je sauterai parce que les salariés me diront au revoir. Mais je resterai actionnaire. Donc si tu veux, d'un point de vue patrimonial, je perdrai rien. Et j'aurai une meilleure qualité de vie. Et donc là, pour la première fois, j'avais un board auquel j'ai dû rendre des comptes. Avant, je rendais des comptes à mes enfants. Ça fait longtemps que je ne rends plus de comptes à mes enfants et à ma femme parce que bon, la boîte marche bien, ils sont cool. Donc, je rendais des comptes à personne. C'est moi qui faisais le bad guy quand on faisait des conseils d'administration en interne. C'est moi qui faisais un peu le bad guy quand les résultats sont pas là, etc. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le bad guy, tu vois. Et là, pour la première fois, c'était pas moi le bad guy, c'était mes administrateurs et notamment le fonds.
Donc là, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on est arrivé avec des résultats conformes au budget. Et avec un truc quand même qui était un peu curieux, c'est que sur le premier trimestre donc, de cette année, on a gagné du cash. On a augmenté notre cash de 600 000 euros par l'activité de la boîte. Donc 600 000 euros plus 35 millions. Donc en banque, il y a 35 millions 600 000 euros. Et donc il faut que j'arrive à changer de mindset, où tu as un mindset où tu es de bootstrapper, quoi. Tu fais vraiment très gaffe à ce que tu dépenses, tu pèses tout le temps le pour et le contre, à être dans un mindset où tu prends un peu plus de risques. Et notamment, il faut que j'arrive à convaincre mes collaborateurs que sur les recrutements, si tu veux recruter des A, il faut les payer un peu plus cher que le marché. Il ne faut pas hésiter sur le salaire. Et ça, je me rends compte que ça risque de créer des tensions en interne. Surtout que tu as une grille de rémunération transparente. Voilà. Ça, donc c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps. On a des salaires qui sont transparents. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Tout le monde connaît mon salaire. Ça permet de détecter les écarts entre salariés qui ne sont pas justifiés. Et ça permet aussi d'être à peu près au marché. C'est-à-dire que quand tu recrutes quelqu'un, comme son salaire est connu de tout le monde, s'il est beaucoup mieux payé que tout le monde, ça va créer des problèmes. Donc, comme les salaires sont transparents et comme on essaie de payer tout le monde au marché, à l'arrivée, on a des salaires à peu près équilibrés et à peu près au marché. Mais si tu veux prendre des gens, on va dire des A, entre guillemets, il faut les payer un peu plus que le marché. Et là, je me rends compte que ça crée quelques tensions en interne. Donc, j'essaie de résoudre en expliquant aux gens, écoutez, si on prend quelqu'un qui est un peu mieux ou même mieux payé que les autres membres de votre équipe, à la fin de l'année, qu'on va remettre à plat les salaires, c'est tout bénef pour vous, parce que ça va faire monter les salaires de tout le monde. Donc, il faut que j'arrive à transformer le mindset des gens en disant, OK, n'anticipez pas les inconvénients, c'est-à-dire le fait que ça va créer certaines jalousies en interne dans vos équipes. Au contraire, mettez en avant le fait que aux prochaines augmentations, qu'on fait d'ailleurs 2 fois par an, eh ben, ça va avoir un effet, ça va tirer à la hausse les salaires de tout le monde. Donc, le fait d'avoir ces sommes d'argent importantes, ça impose un changement. Mais c'est clair, il y a un plus, c'est une culture. Du coup, 20 ans de bootstrap, ça fait partie de l'ADN, c'est des réflexes que tout le monde a. Donc, c'est sûr que c'est un changement de paradigme. C'est comme quelqu'un qui a fait attention toute sa vie à chaque euro et d'un coup hérite de 10 millions. C'est dangereux parce que tu risques de trop claquer, mais je me rends compte que le danger, il n'est pas là. Le danger, c'est que tu risques de ne pas être assez ambitieux dans ta manière d'investir. La première source d'investissement, c'est les salariés. Et le risque aussi, c'est un risque sur la culture. C'est-à-dire que quand tu fais venir des gens qui ont cette culture de scale-up avec beaucoup de qui ont fait beaucoup de levées de fonds, ils ont des attentes, je pense, assez différentes des autres boîtes. Comme par exemple, tu as des exemples? Déjà, ils ont des attentes salariales qui sont plus élevées. Ils n'ont pas cette façon de dépenser de l'argent de façon très rationnelle, très efficace, on va dire, en négociant, etc. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que je gère, quoi. Je pense faire cohabiter donc une nouvelle génération de collaborateurs très ambitieux, qui ont envie d'aller très vite, avec des collaborateurs qui sont un peu plus roots, tu vois, qui ont eu cette culture bootstrap. J'anticipe quelques soucis qu'il va falloir que je gère. Comment tu comptes justement arriver à gérer ça? C'est quoi tes idées là pour l'instant que tu as? Écoute, c'est quelque chose que je suis en plein dedans, en fait. C'est quand je me suis rendu compte que le cash de Lucas a augmenté et qu'on avait levé 35 millions, je me suis dit, OK, Gilles, là, il va falloir que tu changes l'état d'esprit des gens. Donc, mon premier réflexe a été ma réflexion sur les salaires. Il va falloir que je convainque les gens d'accepter de recruter des salaires plus élevés que ce qu'ils auraient pris en temps normal, en leur faisant comprendre que ça a un effet positif sur tout le monde. Ça, c'est super intéressant. Par rapport à cette notion de bootstrap, moi je suis en bootstrap, du coup, quelle est ta vision du monde par rapport à une entreprise bootstrap en termes de recrutement justement de A-player? Parce que dans ce que je pourrais entendre, je dis pas que c'est ce que tu as dit, hein, dans ce que je pourrais entendre, c'est de me dire, bah, en fait, en bootstrap, du coup, je peux pas avoir des A. Tu vois, je sais que c'est pas ce que tu as dit, mais ça m'intéresserait que tu précises. C'est quoi ton apprentissage vis-à-vis de ça? Et c'est quoi la différence entre un A peut-être bootstrap et un A La différence, elle est très claire. Et tu te fais bien de revenir sur ce concept de A qui parfois est un peu choquant, mais qui est essentiel. Lucas a commencé à grossir à peu près il y a une dizaine d'années, quand j'ai pris conscience qu'il fallait que
j'investis, c'est que je recrute pour grossir. Il ne faut pas recruter parce que tu grossis, il faut recruter pour grossir. Donc, il faut prendre des risques et recruter, 1. Et 2, il ne faut pas recruter n'importe qui. Et moi, j'ai été très influencé par les 10 ans que j'ai passé dans ma première boîte qui s'appelle Arthur Andersen. C'est une grande boîte de conseil qui s'est effondrée dans un scandale il y a quelques années, mais qui avait un recrutement très élitiste, qui recrutait quasi que des jeunes diplômés de grandes écoles, d'ingénieurs ou de commerce. Ça m'a beaucoup marqué parce que ça crée une ambiance élitiste que j'ai trouvée assez énergisante. Et quand j'ai commencé à recruter chez Lucas de façon importante, j'ai mis la barre très haut et j'ai dit, il faut que je recrute le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est-à-dire si je peux recruter Polytechnique, Centrale, Normale, HEC, ESSEC, ESCP, allons-y. Et pour faire ça, j'ai mis sur mon site, dans la partie réserve au recrutement, les profils des gens qui étaient déjà là. Et j'ai mis en avant leur diplôme. Moi, j'ai fait le SCP, il y avait des arts et métiers. Parce que c'est ce que j'ai appris chez Arthur, les jeunes diplômés ont un côté un peu grégaire. Ils sont prêts à prendre des risques, à aller en start-up, mais s'ils voient qu'il y a des gens comme eux, ils vont y aller. Et souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas conscience de la force de leur diplôme. Et en faisant ça, j'ai réussi à recruter assez rapidement un centralien, une normale sup agrégée de lettres classiques, un supélec, un HEC, et j'ai mis en avant leur diplôme sur le site. Et j'ai comme ça continué à recruter des gens de très bon calibre en débutant ou quasi débutant. Donc, le bootstrap pour grossir et pour recruter des A, tu recrutes des débutants. Voilà, tu recrutes des débutants avec du gros potentiel et qui sont aujourd'hui les cadres de Lucas. Et la réflexion que j'ai en ce moment, c'est est-ce que je recrute des gens qui sont avec plus d'expérience, avec les risques de culture que ça crée, mais ça te fait gagner énormément de temps, ou est-ce que je continue à recruter aujourd'hui les cadres de demain, c'est-à-dire les cadres de dans 2 ans ou 3 ans. Donc, ça te permet d'aller un peu moins vite, mais c'est un mode de recrutement beaucoup plus solide. Et ces jeunes diplômés que tu recrutes, en plus, avec eux, tu n'as pas de problème de culture. Oui, parce qu'ils apprennent la culture Ils direct. apprennent la culture, ils ont un esprit vierge, tu peux manipuler leur jeune cerveau. Je dis ça en plaisantant, mais voilà, bien sûr. c'est très agréable. Et puis, ils adhèrent très vite aux valeurs de Lucas qui, je crois, parlent pas mal à ces jeunes diplômés. Qui d'ailleurs, pour le préciser, tu as voulu moderniser un petit peu un environnement poussiéreux. Oui, parce qu'on est dans le secteur des logiciels de gestion. Donc, tu peux dire, qu'est-ce que c'est barbant ça, les logiciels de gestion. Donc, on a un slogan qui dit un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. Et moi, c'est vrai que c'est un secteur qui me passionne. Moi, le logiciel de gestion, ça me passionne. Il y a une citation de Alfred de Vigny que je trouve très bien qui dit une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé à l'âge mûr. Et quand j'étais adolescent, je rêvais de faire des logiciels de gestion. En fait, à 20 ans, mon père m'a offert un Apple II. C'était au tout début de la micro-informatique, j'ai découvert ça. J'ai appris un petit peu à programmer, à dessiner un cercle à l'écran en rentrant l'équation du cercle. Tu vois, il n'y avait pas d'interface graphique. Et juste après avoir acquis cet Apple II, je suis rentré à l'ESCP et là, j'ai découvert comment une boîte fonctionnait. Et ça m'a fasciné. Et surtout, le mélange des deux m'a fasciné. Et je me suis dit, un jour, je ferai des logiciels de gestion, des logiciels qui modélisent le fonctionnement d'une entreprise. Et ce rêve, j'ai commencé à le réaliser 20 ans après, quand j'ai créé Lucas. En fait, pour réaliser ce rêve et faire des logiciels de gestion, j'adore ça. C'est ce que je préfère faire dans mon job. Concevoir un soft, m'asseoir à côté d'un chef de produit et réfléchir avec lui à la meilleure manière de faire ce soft, à la meilleure UX, etc. Et quand tu es passionné, les gens te suivent. Les gens... ça se sent d'ailleurs quand on parle. Ouais, voilà. Très bien. Et les gens aiment ça, en fait. Tu ne peux pas leur dire, moi, mon objectif dans ma boîte, c'est de gagner 10 millions avant 30 ans. Voilà. Ou de gagner un maximum de thunes. Ou mon objectif, c'est de vendre ma boîte. Les gens, ils ne vont pas te suivre. Moi, mon objectif, c'est de faire des super logiciels de gestion et on fait des logiciels de gestion pour les utilisateurs. C'est aussi ça le deuxième positionnement qui, je pense, plaît chez Lucas. C'est-à-dire qu'on fait des logiciels pour ceux qui les utilisent et pas ceux qui les achètent. Souvent, le problème dans le monde des logiciels de gestion, c'est que les grands éditeurs se disaient « Ok, le logiciel de gestion, on va le vendre au PDG, on va le vendre au DRH, on va le vendre au DAF. » En leur disant « Vous allez mieux contrôler votre boîte, vous allez mieux comprendre comment ça se passe, vous allez être plus intelligent. » Et peu importe qui l'utilise, de toute façon, les gens vont leur demander de l'utiliser, ils n'auront pas le choix. Et donc, quand j'ai créé Lucas, j'ai dit non, nous, le soft, on va le concevoir, non pas pour le DRH, le DAF
ou le PDG, on va le concevoir pour ceux qui l'utilisent. Pour le collaborateur. Le collaborateur, des gens comme vous, des gens comme ceux qu'on recrute, et Martine. Qui c'est Martine ? Martine, c'est la responsable RH qui s'occupe de la paye, qui est pas toujours très à l'aise avec l'outil informatique et qui a souvent le profil de la mère des gens que je recrute. Donc, je leur dis à mes développeurs, imaginez que le soft que vous faites, c'est pour ta maman, c'est pour Martine. Et donc, tout le monde chez Lucas adore Martine. Dans cette idée de construire une culture, la force de messages que tu vas répéter, qui font partie un peu de l'ADN de ta boîte, j'ai l'impression que c'est un truc que tu réutilises, cet exemple de Martine. Oui, la pédagogie, c'est la répétition, hein. Et si tu veux faire passer un message, il faut avoir quelques slogans un peu courts. Et donc, je me suis rendu compte que voilà, une fois que tu as trouvé le slogan, un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. On travaille pour Martine. Nos logiciels pour ceux qui les utilisent et pas ceux qui les achètent. C'est un certain nombre de slogans qui reviennent. Comment tu les trouves ? À un moment donné, ils me viennent. Je vois comment les gens réagissent et je vois que ça marche. Et donc, et comme j'y adhère, si tu veux, c'est des choses auxquelles je crois. Prendre les gens pour des adultes et pas pour des enfants, c'est issu de l'analyse transactionnelle. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte que quand tu dis ça, les gens comprennent. Et ça marche bien. C'est pour ça, par exemple, que au bout de 3 ans, chez Lucas, tu peux fixer ton salaire toi-même. Et si tu donnes cette responsabilité-là à quelqu'un, c'est parce que tu le prends pour un adulte. Et si tu le prends pour un adulte, il se comporte en adulte. Hein, c'est ça le secret. Et donc, souvent, quand je raconte que chez Lucas, on fait ça, la réaction, c'est mais il y a des gens qui doivent en profiter, qui doivent abuser. Les gens qui profitent et qui abusent, souvent, c'est les enfants. Tu vois, si tu te prends quelqu'un pour un adulte, il réagit en adulte. Et il est digne de ta confiance. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit « J'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. » Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à $3000 par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regarder HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, HB, gros coup de cœur. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais au niveau des app players, qui était la question que je te posais, donc tu me disais que tu avais un peu un dilemme entre est-ce que je continue l'ancien mode de prendre des personnes de grandes écoles. Ah oui, d'ailleurs, sous-question par rapport à ça, parce que dans une classe de grande école, il y a le top 10% de cette école ou le top 25%. Est-ce que toi, ça avait aucune importance, les notes, entre guillemets, de l'élève dans la classe? Disons que le fait de prendre des élèves de grandes écoles, tu pourrais dire, ouais, c'est pas très inclusif, c'est pas très divers, etc. Ce qui est vrai. En fait, ce que tu cherches quand tu cherches des gens de grande école, c'est un potentiel intellectuel. En tout cas, chez Lucas, nous, on a besoin de gens avec on va dire, un gros QI. Tu dois résoudre des problèmes abstraits assez complexes. Puis les gens qui ont un gros QI, généralement, ils réussissent plus vite, etc.
Donc, pour trouver des gens comme ça avec une grosse capacité d'abstraction, qui apprennent vite, etc., comment tu fais? Tu préfères passer des tests de QI à tout le monde, à tous les candidats, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, tu sélectionnes sur le diplôme. Ça te permet d'avoir des gens, a priori, à un gros potentiel. Mais ce n'est pas le seul critère de recrutement. Ce n'est pas parce qu'une personne a un bon diplôme qu'il est bon. De la même manière, ce n'est pas parce qu'il n'a pas un bon diplôme qu'il est mauvais. Donc, pour élargir ça, d'un côté, tu as tout un process classique de recrutement avec des entretiens. Et chez Lucas, d'ailleurs, on termine par ce qu'on appelle le grand oral, qui est quelque chose qui ressemble un peu à un TEDx. On demande aux candidats, fais-nous une présentation de 20 minutes sur le sujet de ton choix. Alors souvent la réaction, mais comment ça, le sujet de mon choix? Le choix du sujet fait partie de l'épreuve. Donc parle-nous de ce dont tu as envie de nous parler. Alors il est prévenu à l'avance, hein, donc il prépare ça, et puis pendant 20 minutes, comme un TEDx. T'en as, ils doivent pas dormir avant là. Ah bah oui, surtout qu'on fait ça pour tout le monde, hein, y compris les développeurs. Hein, c'est pas que pour là, par exemple, t'as recruté un DRH, je crois, récemment. Ouais. Tu l'as fait aussi, donc? Alors je l'aurais fait. Il se trouve que le DRH que j'ai recruté, c'était le PDG d'une boîte que j'avais rachetée. D'accord, ok. Ouais, mais sinon, oui, tout le monde le fait. Un CTO l'a fait. Il nous a fait une présentation sur cette méthode d'éducation très branchée Montessori. Voilà, donc tu as plein de sujets très, très différents. Tu as quelqu'un qui nous a fait un sujet sur comment on reconnaît les experts. En gros, le message, c'était pour savoir qu'il y a un expert, tu demandes à quelqu'un qui s'intéresse au sujet, qui connaît comme expert. Et ensuite, aux personnes qui ont été citées, tu vas les voir, tu leur demandes qui sont les experts. Ouais. Et en fait, l'expert, c'est celui qui connaît tous les experts, ou qui connaît le mieux les experts. Et qui est souvent cité comme un des experts par les autres. Et ben voilà, exactement. Et au bout d'un moment, tu arrives et tu trouves l'expert absolu. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, le CTO qui parle de Montessori, c'est ça, hein? Ouais. Comment tu filtres ça? Enfin, qu'est-ce que tu en fais, en fait? Qu'est-ce que tu regardes? C'est la dernière étape du parcours de recrutement, et c'est pour le fit culturel, en fait. Tu dis, il va me parler d'un sujet qui lui plaît. On va voir s'il arrive à m'intéresser. Et ensuite, on va débattre de ce sujet. Après les 20 minutes de présentation, il y a 10 minutes de questions-réponses entre les gens qui participent au grand oral. Il est important de préciser que le grand oral, il y a une dizaine de collaborateurs de Lucas qui participent, ses futurs collègues et quelques représentants d'autres services. 10, 12 personnes. Voilà, donc il fait sa présentation en public. Au début, c'était toute la boîte qui participe au grand oral, mais bon, c'est pas très scalable. C'est pas très scalable. Et donc, qu'est-ce que tu en fais? Eh ben, ça te permet d'évaluer le fit culturel. Quand un débutant te raconte son parcours, bon, c'est parfois un peu barbant. Quand il te parle d'un sujet qu'il passionne, là, ça l'est beaucoup moins, quoi. Quand il te parle de Apollo 13, par exemple, la mission Apollo 13, il peut te passionner. En voyant ce qu'il passionne, tu le connais mieux. Donc, ça permet comme ça de faire le fit culturel. Et donc, tu as le diplôme, tu as ce parcours. Et on essaye d'élargir à certains diplômes. C'est-à-dire que... mais on recrute quand même que des bacs plus 5 hein, chez Lucas. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, on est en finale 3 candidats. On va faire chacun notre grand oral. Alors, en théorie... pour un poste, tu as 2 ou 3 personnes qui passent un grand oral pour l'épreuve finale. Après, vu le volume de recrutement qu'on fait, parce que cette année, on va recruter 150 personnes, il y a un côté un peu maintenant rituel. Tu réussis ou tu échoues à cette épreuve rituelle. Donc, tout le monde chez Lucas a passé ce rituel, sauf ceux qui sont entrés comme stagiaires souvent et qu'on a embauchés directement. Et d'ailleurs, ils regrettent souvent de ne pas avoir vécu ça. Ouais. Mais c'est un investissement important, hein, puisque tu as 10 personnes qui passent 1 heure. Et aujourd'hui, justement, toi qui veux recruter 150 personnes, tu veux modifier la forme, limiter le nombre de gens qui assistent? On veut modifier, peut-être pour être un peu plus directif sur le choix du sujet, parce que les gens qui te parlent de leurs vacances au Maroc, il y en a trop, si tu veux. Et ça, tu dis, oh là là. Parce que certains hésitent à parler d'un sujet professionnel, tu vois. Parce qu'on donne aucune règle, aucune. Donc certains te racontent leurs vacances au Maroc. Je me mettais à leur place et je me dirais, est-ce que je pars sur un truc qui va essayer de me faire gagner des points? Je suis développeur, parler d'une techno que j'adore, mais du coup, c'est vrai que ça. Donc toi, tu voudrais potentiellement mettre un cadre un peu plus serré? Dire, vous avez le droit de parler d'un sujet professionnel. Tu vois, les inciter un peu plus à parler d'un sujet professionnel qui les met un peu plus en danger. Parce qu'on voit aussi, le choix va déterminer le niveau de risque que tu prends. Si tu parles de ton loisir préféré, tu prends un niveau de risque très faible. Si tu parles d'un sujet professionnel,
Ouais, t'es CTO, comment tu construis des équipes at scale Voilà. de dev, c'est plus dangereux. Voilà, c'est plus dangereux parce que là, tu vas être en face de pros, etc., qui vont te juger, mais en même temps, le retour sur investissement peut être beaucoup plus grand. Donc, être un peu plus directif sur le choix du sujet, première chose. Et puis, il faut arriver à scaler ça. Donc, limiter le nombre de participants, mais on va garder ça quand même. On va garder ce... Parce que ça, c'est quand même l'intérêt final. C'est que s'il y a misfit culturel, c'est détecté lors de cet entretien. Et généralement, il y a une sorte de veto. Alors, les gens ne votent pas à la fin. Enfin, en fait, ils votent, ils donnent chacun une note de 1 à 5. Tu sais, 1, franchement, je pense qu'il n'est pas du tout adapté. 5, c'est un candidat parfait pour Lucas. Et la personne qui recrute tient compte de ça ou pas. Ouais, les libres. Ouais, elle est libre de passer outre ou pas. Mais généralement, ça éclaire ton choix. Tu te rends compte que, ah oui, peut-être que j'ai pas vu ça et ça. Donc, ça garantit une certaine homogénéité culturelle chez Lucas, qui est importante quand même pour, je pense, le succès de Lucas. C'est quoi votre process pour devenir un peu une machine à attirer des jeunes? Parce que c'est aussi, ils ont plein d'options possibles, en plus surtout dans la tech. Parce que toi, à la répartition, donc beaucoup d'ingénieurs. En gros, sur 300 personnes, tu as plus de 100 personnes au produit, donc surtout des ingénieurs, mais aussi des designers. 80 personnes en sales. Donc là, profil Bac plus 5, grande école de commerce en général. Même en sales. Ouais. Et que des débutants. Et eux, par exemple, comment on attire des sales Bac plus 5 ? Ben, tu les attires en leur disant que tu vas, 1, leur apprendre leur métier. Tu vas les former. Et 2, ça c'est le point clé, qui ne feront pas de prospection. Ça, c'est vraiment l'outil qu'on a utilisé au début et qu'on utilise toujours pour attirer des gens qui ont fait Bac plus 5 dans le domaine commercial. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ont peur, je pense, de se retrouver face à un téléphone et qu'on leur dise « Ok, bon, mais maintenant, tu chopes des rendez-vous. » Et moi, je trouve que c'est un peu du gâchis de prendre un Bac plus 5 pour enchaîner des calls. Pour enchaîner des calls. Il a envie d'apprendre, il a une grosse énergie. Et si tu arrives à la canaliser, tu peux lui faire passer des calls. Mais je trouve que c'est dommage. Moi, je leur dis « On va vous donner des leads et on va vous apprendre à les closer. » C'est ça qu'on va vous apprendre. Donc, on va vous apprendre à mener une négociation commerciale, à faire des démos de nos produits et à apprendre un métier, apprendre à parler à un DAF, à apprendre à parler à un DRH. Et vous serez avec des gens comme vous. Et si vous êtes bon, vous allez très vite progresser et très vite devenir manager ou expert. Donc, c'est ça qu'on vend à ces jeunes qu'on recrute comme sales. Expert, c'est quoi ? Expert, c'est devenir expert en vente, c'est-à-dire tu vas pas manager parce que c'est pas tellement ça qui te plaît, mais tu veux continuer à signer des deals de plus gros et passer par exemple en enterprise. Et ce modèle-là, on le réplique en consulting. Consulting, c'est des gens donc, qui aident à déployer. Et les gens qui viennent en consulting, c'est des gens qui sont attirés par les gens. C'est des gens qui ont envie d'aider. C'est des gens qui hésitent soit à aller dans des boîtes de conseils classiques comme consultants, et là, ils vont faire beaucoup de slides. Soit ils viennent chez nous, ils feront moins de slides et ils seront en contact plus souvent avec les Martines pour aider Martine, donc les responsables RH, à mettre en place nos produits et à apprendre à les utiliser. Toute la partie sales, on va plus être des profils école de commerce. Ouais. Et école d'ingénieur pour la partie plus dev. Voilà, et consultant, c'est les deux. Et ce que j'aime bien avoir aussi, donc des gens soit d'école de commerce, soit école d'ingénieur, et dans cette filière-là, donc soit tu continues et tu deviens manager de consultant, soit tu peux passer au produit. Et j'aime bien les gens qui rentrent en ce qu'on appelle customer success, donc consultant, qui apprennent le terrain pendant quelques années, 2-3 ans, et qui ensuite connaissent bien les softs, connaissent bien les problèmes terrain, et qui ont envie de créer un produit. Parce que ça aussi, c'est un mindset particulier. Dis-moi en plus, que en plus, c'est un truc que tu adores, toi, la création du produit. C'est quoi le mindset qu'il y a de particulier dans la création de produit par rapport peut-être à l'ingénieur? C'est assez proche. Je ne sais pas si tu connais un type qui s'appelle Edgar Schein et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les 3 cultures ». Non. Et c'est très, très intéressant. Il dit qu'il y a 3 grandes cultures dans une boîte et que les salariés peuvent se répartir dans ces 3 cultures. Tu as la culture de l'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui est attiré par l'abstraction, par la beauté, par les concepts, et qui est gêné par les gens. Parce que les gens, tu ne peux pas les modéliser. Donc, pas facilement, ouais. C'est pas facilement. Hein. Voilà, tu peux essayer, mais il ne se laisse pas faire. Et donc, moins il y a d'humains, plus ça lui plaît, il veut faire des beaux trucs. Ça, c'est la culture de l'ingénieur.
Ensuite, tu as la culture de ce qu'il appelle l'opérateur, c'est le consultant. Le consultant, lui, il est attiré par l'humain. Il n'y a de richesse que d'homme. Et son job, c'est de prendre la vision un peu réductrice du monde de l'ingénieur et de l'adapter à la réalité du monde. Et donc, de faire le passage entre les gens et la construction des ingénieurs. Donc ça, c'est des gens qui sont attirés par les gens. Et puis, tu as la troisième culture, la culture manager. Eux, ils ne sont pas attirés par les choses, ils ne sont pas attirés par les gens, ils sont attirés par la gagne et ils savent qu'ils doivent gérer les deux autres populations, qui sont un peu des doux rêveurs. Et heureusement qu'ils sont là, eux, pour aller lutter contre les concurrents et aider les consultants et les ingénieurs à gagner leur vie et à être payés à la fin du mois. Donc ça, c'est la culture plutôt des commerciaux et puis souvent des entrepreneurs très ambitieux. Et dans une boîte, tu as des représentants de ces trois cultures, mais il y a toujours une culture qui est en avant par rapport aux deux autres. Et chez Lucas, je pense que la culture qui est en avant par rapport aux deux autres, c'est la culture donc de l'ingénieur, la culture de faire des belles choses, de la beauté conceptuelle. Et d'ailleurs, à ce titre-là, à un moment donné, je pensais que les designers étaient à l'opposé des ingénieurs. Je me disais, les designers, je leur demande de faire quelque chose qui est beau, pas quelque chose qui marche. Et les ingénieurs, je leur demande de faire quelque chose qui marche et pas quelque chose qui est beau. Et ben, je me trompais. Parce que je me suis assez vite rendu compte que les designers, ils allaient beaucoup avec les ingénieurs. Et les deux sont attirés par le beau. Les ingénieurs sont attirés par le beau, mais un beau un peu plus abstrait, un peu plus conceptuel. Oui, c'est comme un mathématicien, il va t'en parler avec une forme de beauté. Exactement. D'ailleurs, c'est une question que je pose en entretien. Quand j'essaie de recruter des chefs de produits, des gens qui sont au produit, je leur demande « Est-ce que tu es sensible au beau ?» Et il y a des gens qui me regardent, ils comprennent même pas la question. Comment ça, est-ce que je suis sensible au beau? Ben oui, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves belles? Ah oui. Mais quoi? Je sais pas. Et tu vois, il y a des gens qui ont du mal à répondre à ça. Et par exemple, les autres réponses, ça peut être quoi, par exemple? Cette question, je l'ai trouvée dans le film Le Parrain. Et dans le film Le Parrain, il y a une scène, tu sais, il y a la fameuse scène où il trouve une tête de cheval dans son lit. La scène qui précède, c'est le mafioso qui se promène avec le propriétaire du cheval. Et le propriétaire du cheval demande au mafioso, en regardant le cheval, est-ce que vous êtes sensible au beau? Est-ce que vous êtes sensible au beau? Et ça, je me suis dit, cette question, mais c'est vrai que c'est une belle question. Donc tu mets des têtes de cheval dans... alors c'est pas la tête qui est belle, c'était le cheval quand il était entier. Et alors sinon, il y a des gens qui réagissent, ils te parlent de tableaux, ils te parlent de voitures, ils te parlent d'une femme, ils te parlent de... Voilà. T'en as qui te parlent du code. Aucun ne l'a fait jusqu'à présent, mais je pourrais l'entendre. Un beau code, tu sens bien que tous les devs, ils sont attirés par le beau code, un code concis, bien conçu. Et t'en as qui te parlent de l'algorithme, par exemple, parce qu'un algorithme, il a quelque chose de beau intellectuellement, par exemple. Est-ce qu'ils vont vers ça des fois? En fait, pas une question que je pose aux développeurs, hein, c'est plutôt une question que je pose aux futurs chefs de produit. Ok, je comprends. Donc eux, ils sont plus dans une beauté esthétique, au sens plastique. Comment l'interface, elle va être, comment ça va être d'utiliser le... Oui, c'est ça que j'essaie de détecter, parce que face à une interface, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont inspirés d'autre part. Par exemple, moi, tu me demanderais de composer une mélodie, mais je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas la moindre idée, même si j'aime beaucoup la musique, mais j'ai aucune inspiration. Par contre, tu me poses un problème d'UX, tu me dis comment on pourrait faire ça en termes d'interface. Tout de suite, j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Quand je vois une interface, tout de suite, je vois ce qui marche pas. Je suis extrêmement inspiré par ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, même au produit, qui, face à une interface, n'ont pas 10 000 idées. Ils n'ont pas 10 000 idées. Ils ont d'autres qualités comme chef de produit, mais ils n'ont pas d'idées sur la façon de transformer un problème en une interface. Voilà. Oui, et d'ailleurs, décrit, parce que si quelqu'un nous écoute et ne connaît pas, c'est que c'est d'un côté le pur design, la couleur du bouton, est-ce qu'il y a des ombres, etc. Et l'expérience, c'est encore un autre truc. C'est comment je vais agencer les fenêtres, comment ça va être intuitif de cliquer sur un bouton. C'est cette partie-là. Les deux sont parfois difficiles à distinguer, mais à la base, tu dois indiquer où est-ce que je mets le manche de lance sur cette tasse. Je ne vais pas la mettre en dessous, je vais la mettre sur le côté. Bon, là, c'est trivial, mais c'est donc comment tu organises dans l'espace les différents éléments qui composent ton interface, et puis surtout, comment ton interface va bouger dans le temps, et comment, surtout, elle va refléter à l'utilisateur le modèle logique sous-jacent. En fait, on dit que tu as une bonne UX quand un utilisateur, quand il voit une interface, il se forme un modèle logique dans son esprit qui est le même que le vrai modèle logique, conceptuel, sous-jacent qui est dans le code.
Voilà. Donc l'interface doit refléter le code, peut-être en le simplifiant un peu, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un match. Et donc comme ça, quand sur ton écran, tu vois quelque chose qui a une forme de corbeille, tu dis peut-être que si je mets quelque chose dans cette corbeille, alors cette chose va être détruite. Donc c'est ça l'enjeu de l'UX, que l'utilisateur, ça lui parle, qu'il comprenne le fonctionnement qui en découle. Et puis après, tu as l'UI, qui est comment ornementer ça pour que ça soit beau, pour que tu aies envie de l'utiliser et pour arriver à une expérience utilisateur agréable. Si tu veux, moi, ce qui m'a le plus marqué, par exemple, c'est mon MacBook Pro. Pendant 10 ans, j'étais sur PC, puis un jour, je suis passé sur MacBook. Et là, pendant 1 an, chaque fois que je l'ouvrais, j'étais heureux d'ouvrir mon ordinateur et de l'utiliser. Et je me suis dit, arriver à rendre les gens heureux parce qu'ils utilisent un ordinateur, c'est fabuleux. Et comment ils arrivent à ça? En peaufinant tous les détails de fonctionnement, mais aussi plastique, le bruit des touches, les arrondis, la couleur, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire. J'ai envie que les gens, quand ils utilisent mes softs, ils éprouvent quelque chose, une sorte de plénitude, tu vois, pourquoi pas de jouissance, c'est-à-dire... oui, c'est intuitif, c'est fluide. Voilà, et plus que ça, c'est agréable, comme un jeu vidéo. Comme un jeu vidéo, tu as envie d'y retourner, etc. Et d'ailleurs, super. Moi, j'adore hein, le design et l'expérience, ça m'intéresse. Est-ce que tu as des choses que tu as appris dans la douleur ou qui, entre guillemets, des grosses erreurs à éviter quand on passe de tiens, j'ai envie de résoudre tel problème et je veux créer un soft qui va faire ça, un SaaS qui va faire ça. Des erreurs dans la manière d'aborder la création d'une interface? Il y a une erreur assez classique que je vois, c'est de moins en moins souvent, mais tu arrives sur le premier écran du programme, c'est un menu et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Un des points importants, c'est qu'en arrivant sur ton logiciel, tu dois avoir une idée de son état et notamment de tout ce qui est en état instable, donc tout ce que tu dois faire ou de tout ce qui est nouveau, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte quand tu conçois ton interface. C'est que par exemple, si tu as un bouton qui te permet d'aller valider tes demandes, entre parenthèses, tu vas mettre le nombre de demandes qui ne sont pas encore validées. Demande de congé, par exemple. À un autre endroit, s'il y a eu des commentaires, il faut que tu fasses apparaître en gras le fait que le commentaire, tu ne l'as pas lu. En fait, tu peux reprendre tous les codes que tu retrouves dans Gmail, par exemple, qui est très, très bien conçu au niveau UX, et tu peux essayer de les réutiliser dans ton logiciel pour pas inventer des nouveaux codes. Ça, c'est un principe assez fort en UX. Quelque chose qui est nouveau n'est pas forcément intuitif. Même, par exemple, le geste comme ça sur un écran d'Apple pour grossir et rétrécir, c'est pas quelque chose d'intuitif. Et ça, Apple, quand ils ont lancé leur iPhone, ils faisaient beaucoup de pubs pour montrer ce geste, pour que les gens l'apprennent. Voilà. Parce que c'est pas un geste intuitif, c'est un geste que tu dois apprendre. Et donc, en gros, en UX, il faut essayer de reprendre au maximum les codes qui existent déjà. C'est super intéressant. Tu prends l'exemple de ce geste-là. Dans quel contexte tu vas casser, selon toi, des codes pour aller réinventer? Par exemple, si tu prends ne serait-ce que, alors c'est très B2C, hein, mais c'est différent, mais quand tu prends un TikTok ou même un Instagram, ils ont cassé, au point d'ailleurs, ou même un Snapchat, que même ma génération, qui n'est pas grandi avec Snapchat, sur le coup, je vais me retrouver, je n'y comprends rien. Alors, avec le temps, ça va un peu mieux, mais... Et là, on pourrait se dire, mais c'est une erreur, en fait, c'est tellement pas intuitif. Est-ce que tu as des inputs là-dessus? Ouais, tout à fait. Ton point est très bon parce que si tu ne fais que reproduire des choses que les gens connaissent déjà, tu vas pas innover. Et donc, si tu veux innover, effectivement, il faut prendre le risque de déplaire. Et quand tu as un soft et que tu le fais évoluer pour l'améliorer, parce que tu sais que ça va plaire, que ça sera plus efficace, en général, tu as une réaction négative de tous tes clients déjà existants. Et donc ça, il faut pas hésiter, quoi. Il faut être prêt à avoir une éventuelle réaction négative de tous tes clients. Et tu l'as aussi en interne, c'est-à-dire que chez Lucas, on a plusieurs business units, chacun avec un produit. Et donc, on leur dit, utilisez les codes qui existent déjà, l'UX qui existe déjà, l'UI qui existe déjà, parce que comme ça, les collaborateurs, les utilisateurs ne sont pas perdus. Mais vous avez le droit de ne pas respecter les règles uniquement si vous les améliorez. Voilà. Donc, tu peux t'affranchir des règles si tu les améliores. En tout cas, si tu penses que tu les améliores. Tu viens de dire un truc et moi ça me parle, hein, j'ai tendance à vouloir partir dans plein de directions, lancer plein de produits. Mais comment tu arbitres aujourd'hui entre, on va faire que ces 5-10 produits et on va les améliorer et on va pas faire ce qu'on a fait avant, et ce temps
à la recherche et potentiellement au hit qui pourrait faire tout exploser. Par exemple, je sais que Google, ils ont créé Google X, qui est une société à part. En fait, la mission de Google X, c'est de faire des boîtes qui peuvent être le prochain Google, en fait. Mais c'est séparé pour pas qu'il y ait l'inertie, un peu le côté du mammouth qui s'applique à Google X. Je pense que le secret, c'est de trouver à quel moment tu vas mettre ta boîte en déséquilibre. Je pense que le job d'un dirigeant, c'est de mettre sa boîte en déséquilibre, parce que c'est quand tu es en déséquilibre que tu avances. Mais de savoir à quel moment le déséquilibre est trop grand et qu'il faut lever le pied. Donc, dans la période dont je t'ai parlé, il fallait lever le pied et mettre la boîte en équilibre. Donc, c'est ce que j'ai fait en réduisant mes gammes à 4 produits. Ce qui fait que la boîte qui était en surchauffe est parvenue à l'équilibre. Mais elle avait été traumatisée. Et quand j'ai voulu réaccélérer, parce que j'ai senti que la boîte était prête, j'ai eu une réaction de résistance. Et j'ai essayé de convaincre mon comité de direction de lancer un nouveau produit. Et là, ils m'ont dit non, à la fois parce qu'ils avaient été traumatisés par l'expérience précédente, et en même temps, et ils avaient raison, parce que le produit que je voulais lancer, il n'était pas prêt. En fait, quand je le présentais, je n'arrivais pas à les convaincre. Et ça, j'ai appris ça. Je choisis des gens qui sont souvent pas d'accord avec moi. J'aime bien les gens qui sont pas d'accord avec moi, parce qu'ils te protègent, en fait. Ils te protègent de tes propres bêtises. Donc, si j'arrive pas à les convaincre, c'est pas à cause d'eux. J'ai souvent envie de dire non, mais ils comprennent pas, ils sont débiles. Mais en fait, non, ils sont pas débiles. Je les ai choisis. Je sais qu'ils sont bons. Donc, si j'arrive pas à les convaincre d'un truc, c'est parce que je suis pas bon. C'est moi qui suis pas bon. Le truc est pas prêt. Et en fait, je suis revenu à la charge 1 an après. Et 1 an après, OK, on a lancé notre 5e produit parce qu'à ce moment-là, j'étais prêt, j'avais réfléchi et j'ai fait un truc différent de ce que je leur avais proposé la fois d'avant. Et heureusement, en fait, qu'ils m'ont freiné, si tu veux. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on se partage les rôles dans Lucas. Moi, j'ai plutôt le rôle de l'accélérateur et mon comité de direction a plutôt le rôle du frein. Et on essaie de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'à certains moments, j'accélère, ils me disent non, et à d'autres moments, j'accélère et je sens qu'ils sont OK. Et accélérer, ça veut dire lancer un nouveau produit ou lancer un nouveau pays, par exemple, ou faire une levée. Là, en ce moment, je regarde We Crashed, qui est la série sur WeWork. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, quand tu le vois, c'est que tu as Adam Newman qui, au-delà du business model, qui est un autre sujet, a une capacité de conviction en lui-même déjà et auprès des autres qui est immense. Mais il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est accélération, accélération, accélération. Et il n'y a personne que au board, en tout cas, dans la série comme c'est mis en avant, tu as l'impression qu'en fait, lui, il est là, on va le toucher, on va aller sur Mars, et t'as personne pour lui faire cet effet que tu décris de ouais, mais là, on n'a pas l'argent, ouais, mais là, c'est pas rentable. En tout cas, ils essayent, mais lui, il a un tel pouvoir, en fait, dans la boîte et un tel leadership, entre guillemets. Je sais pas si c'est du coup un vrai leadership, mais que c'est pas équilibré. Donc, dans ce que j'entends, c'est d'avoir un peu ce contre-pouvoir, ce frein qui est suffisamment fort pour que toi, tu te dises peut-être qu'en fait, ils ont raison. Il faut effectivement avoir des gens en qui tu fais confiance et qui n'ont pas peur de toi, qui sont prêts à te dire Gilles, non. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout quand il y a une grande différence d'âge, c'est quand même le cas dans ma boîte avec mes associés. J'ai 20 ans de plus qu'eux. Et c'est d'autant plus dur que quand tu réussis, tu as une sorte d'image qui t'accompagne. C'est l'effet de halo, je crois qu'on appelle ça. Donc ceux qui sont avec moi depuis le début, ça leur fait pas d'effet, mais ceux qui sont là depuis moins longtemps, je pense qu'ils me respectent trop. Comment tu fais pour casser ça, entre guillemets? C'est assez dur, mais je le fais je pense que je suis assez franc. Donc je suis franc avec les gens pour arriver à avoir une réaction, et je leur dis, le respect, ça se réclame pas, ça s'impose. Et si tu veux que je te respecte, il faut que tu m'imposes le respect. Donc, il faut pas que tu aies peur de rentrer en conflit avec moi. Je leur dis, rentre en conflit avec moi, et si tu gagnes ton conflit, tant mieux pour toi. Si tu le perds, c'est pas grave, c'est comme ça que je te respecterai. Donc, j'aime bien les relations conflictuelles, en fait. Justement, on a eu une très belle conversation au soleil sur cette notion du leadership et cette notion de respect. En ce moment, il y a un peu toute cette mouvance du management positif, et du coup, tu as beaucoup de managers qui sont en difficulté parce que c'est 2 choses très différentes. Comment les gens vont se sentir, et est-ce que je suis à l'aise à jouer le méchant, à être franc, à être direct,
Et tu vois, quand je t'entends, ça me fait penser à certains entraîneurs de NBA qui sont de loin pas considérés comme des gentils par leurs joueurs, mais par contre extrêmement respectés et pour lesquels tu vois les joueurs de même 15 ans plus tard dire et c'était incroyable en fait. Et tu as un peu créé une réputation dans le club justement dans ce côté franc et dire les choses et direct. Ça m'intéresse que tu en dises plus parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant dans arriver à créer une culture où on peut se dire les choses. Parfois, on me parle de bienveillance. C'est important d'être bienveillant, etc. Certes, mais la bienveillance, c'est pas une qualité managériale. La bienveillance, c'est une qualité humaine. Moi, j'ai envie que les gens soient bienveillants parce que ce sont des êtres humains. Donc, quand tu interagis avec quelqu'un d'autre, j'attends de toi que tu sois bienveillant. C'est-à-dire que tu ne traites pas la personne en question comme un objet, mais que tu la traites comme un sujet qui a des sentiments, qui pourrait être toi. Donc ça, c'est la première chose. La bienveillance, ce n'est pas une qualité managériale, c'est une qualité humaine. Donc, je ne souhaite pas en parler dans le cadre d'une problématique managériale. Un manager, ce que j'attends de lui, c'est qu'il atteigne ses objectifs. C'est ça sa responsabilité, avec son équipe. Et je pense qu'une équipe entre un manager bienveillant et un manager qui atteint ses objectifs, donc qui est gagnant, je pense qu'une équipe n'hésite pas et va préférer aller avec un manager qui est gagnant, un manager qui réussit, qu'avec quelqu'un qui est bienveillant, on va dire, et qui échoue. Donc, la qualité de bienveillance, pour un manager, elle ne m'intéresse pas tellement. J'attends qu'il soit humain, donc qu'il traite ses collaborateurs en tant qu'être humain, mais il a le droit d'être dur avec eux dans la relation professionnelle qu'il a avec eux. C'est-à-dire être exigeant, attendre d'eux qu'ils atteignent des objectifs. Voilà, donc ça, c'est un discours qu'on n'entend pas assez. Moi, le manager, je veux des résultats. Je m'en fous qu'il soit bienveillant ou pas. C'est ça qui est important. Et donc, ce discours sur la bienveillance, ça me laisse un peu froid. C'est vrai que ça me laisse froid. Mais par contre, j'ai pas envie d'avoir des sales cons, quoi. Tu vois, un sale con, de toute façon, je pense pas qu'il puisse réussir parce que si tu es manager et que tu as envie que tes collaborateurs t'aident à atteindre ton objectif de manager, il va falloir que tu les alignes, il va falloir que tu les motives, il va falloir que tu les aides. Donc c'est ton intérêt de manager d'être, on va dire, bienveillant. C'est un moyen, c'est pas une fin en fait. Ouais, parce qu'en fait, je pense que la peur qu'il peut avoir via ce que tu es en train d'exprimer, c'est de se dire mais j'ai pas envie d'être un sale con. Et donc, j'ai pas envie d'être perçu comme méchant. Et c'est très vicieux, même si l'intention, elle est belle. Je veux être bienveillant. Et du coup, je vais me mettre à ne pas dire des choses qui pourraient aider la personne à grandir. Je vais me mettre à ne pas clarifier mes attentes. Il y a une danse, on parlait au soleil du respect. Donc, j'aimerais que tu continues d'en parler parce que je pense qu'il y a quelque chose à comprendre de ça. Alors, comment aider son équipe à atteindre un objectif ? C'est en fixant un standard de qualité en dessous duquel tu ne descendras pas. Si tu acceptes quand tes collaborateurs te donnent un produit fini, un mémo, en dessous de ton standard de qualité et que tu acceptes, ça va créer un nouveau standard de qualité. Donc toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es manager dans un cas comme celui-là ? Tu prends ton collaborateur à l'écart et tu passes du temps avec lui pour le coacher et lui montrer ce qu'il aurait dû faire, comment on fait ça, etc. Donc ça demande du boulot de la part du manager. C'est lui qui doit montrer l'exemple et montrer qu'en fait, son statut de manager, il l'a acquis grâce à sa compétence. Chez Lucas, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es manager grâce à ta compétence. Tu es promu manager parce que tu es compétent dans le domaine dans lequel exercent tes managers. Ce n'est pas un métier d'être manager. C'est une responsabilité dans le cadre d'un métier. Et toi, par exemple, entre guillemets, comment tu t'y prends, par exemple, sur la partie commerciale, qui est moins ton sujet ? Comment tu manages ton directeur commercial, par exemple ? Alors, effectivement, tu as plusieurs domaines dans lesquels tu es bon ou pas bon, mais enfin, en commercial, j'étais pas si mauvais, parce qu'au début, c'était moi le commercial. Par exemple, quand j'ai managé mes commerciaux, j'ai essayé de leur passer l'idée qu'une démo, c'est une petite pièce de théâtre. Quand tu fais la démo de ton soft, tu dois prévoir à un moment donné un climax. Par exemple, tu dois raconter une histoire, l'histoire de quelqu'un qui pose une demande de congé. Donc, bon, c'est pas une histoire hyper passionnante, mais tu dois la rendre passionnante. Et quand tu racontes ton histoire, à un moment donné, il va y avoir un truc qui est super, c'est que tu vas montrer que le manager peut valider la demande de congé depuis le planning. Donc, dans l'histoire de la demande de congé, c'est le moment qui va être le plus intéressant de ton histoire. Donc, tu dois
te débrouiller pour faire ta démo pour arriver à ce moment-là sans le spoiler. C'est comme ça que tu peux coacher un commercial. Ou aussi, quand tu vois la proposition commerciale que le commercial a rédigée, tu la reprends et tu essaies de l'aider dans la manière dont il a rédigé, dont il a structuré. Tu dis, mais tu devrais plutôt faire ce plan-là. Attention, ta propale, il faut qu'elle soit agréable à lire, etc. Donc, tu peux vraiment aider les gens jusqu'à ce qu'ils te dépassent. Parce qu'effectivement, à partir d'un certain moment, ils vont te dépasser, ils vont être plus compétents que toi dans un certain domaine. Donc là, le management devient différent. Mais à ce moment-là, les gens t'ont imposé le respect. Tu vois, à ce moment-là, tu les respectes parce qu'eux, ils sont devenus meilleurs que toi. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, le management de tes directeurs, ça se passe sur quoi? Comment t'évalues la qualité de ce qu'ils font, s'ils t'ont dépassé? C'est pas si compliqué que ça. Même si quelqu'un te dépasse sur un certain point, tu peux quand même... par exemple, moi, je sais pas composer des mélodies, mais quand j'écoute une mélodie, je sais si elle est bonne ou pas. Tu vois, donc tu peux juger la qualité du produit fini. Ouais. Il faut éviter de s'asseoir que sur des indicateurs numériques, tu vois, parce que mais tu as aussi ces indicateurs numériques. Tu pourrais dire, je vais juger la qualité de mon directeur commercial sur le fait qu'il atteint ou pas les objectifs de booking. Je pense que c'est pas la bonne méthode, ça. Effectivement, c'est un des indicateurs, mais il faut pas en rester là. Tu le fais parler de qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. C'est comme ça que tu vas le juger. Quels sont les principes qu'il met en œuvre, comment il s'adapte à la situation. Donc, en permanence, il faut rentrer dans le métier de ton collaborateur, de tes directeurs, parce que c'est intéressant et puis tu peux les aider. Tu peux avoir une autre vision, tu peux avoir des idées qui vont les aider. Trop bien. Petite question rapide, réponse rapide, du coup, tu peux prendre le temps si tu en as envie, mais l'idée, c'est de faire des réponses rapides. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Est-ce qu'il y a une chose que tu fais chaque matin? Oui, j'ai un petit rituel. Enfin, j'essaye de le faire. J'ai fait du yoga Bikram. Ok. Qui est un yoga que tu fais à une température très élevée. Et donc, j'essaye de faire 6-7 mouvements de yoga. Tous les matins, ça me prend à peu près 10 minutes et je termine par 30 pompes. Et ça t'apporte quoi? C'est de l'énergie? Le yoga, c'est un peu comme la méditation, ça te calme. Est-ce que tu as une citation préférée? Tu en as donné plusieurs là dans notre échange. J'ai la devise de ma mère qui est « bien faire et laisser braire ». Ok, explique-moi. Il faut pas trop accorder de l'importance au regard de l'autre. Donc ça vient de ça un petit peu, cette personnalité. Ouais, je crois que je tiens ça de ma mère. Ça va même un peu plus loin, j'aime bien provoquer. Est-ce que tu as un film, un documentaire ou une série préférée? J'ai vu Reinventing Anna. Je ne sais pas si tu as vu ce documentaire sur une jeune femme qui se fait passer pour une baronne allemande et qui pénètre la haute société new-yorkaise. Ok. En montant un projet de fondation qui réunit le milieu de la mode, le milieu de l'art. Et elle arrive à baratiner des avocats d'affaires de haut niveau, donc qui sont généralement des gens très smart. Elle arrive à les faire bosser pour elle à l'œil. Elle arrive à embarquer avec elle des fonds d'investissement autour de ce projet en jouant un peu sur le mélange de mode, argent, vénalité, vanité, et tout ça dans le milieu new-yorkais. Donc, tu as un mélange de très beaux vêtements, de gens très sophistiqués et en même temps à la fois très vains. Donc, c'est assez fascinant et c'est une histoire vraie. T'en retires quoi en fait? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant qu'on pourrait apprendre de ça? J'en retire que la vie est complexe et que pour réussir, il faut embrasser la réalité dans toute sa complexité. Parce que ce qu'a réussi cette jeune fille, c'est quand même assez difficile pour monter quelque chose qui est du domaine un peu de la mythomanie. Elle raconte des histoires. Entraîner des gens sophistiqués derrière elle, c'est pas évident. Et donc, il faut maîtriser plein de détails, plein de choses. Et on le voit bien dans le film. Elle maîtrise, elle est très intelligente. Elle comprend quels sont les ressorts de chacun. Et elle arrive à les utiliser pour arriver à ses fins. En fait, c'est une nana qui, peut-être dans d'autres conditions, aurait pu faire un truc de malade, quoi. Si il y avait eu plus de substance au... Oui, ou même elle aurait pu... parce qu'au fond, c'était pas une arnaque. Elle croyait vraiment à son produit. Okay. Donc, elle arnaquait un peu dans certains cas, mais elle aurait pu mener son projet à bien et peut-être que tout le monde aurait été bluffé et ravi. J'avais peut-être une dernière question. Si tu pouvais poser une question à une personne vivante ou morte, ça serait quelle question que tu aimerais poser?
Moi, j'aime beaucoup Jane Austen. C'est un écrivain qui me fascine. Je ne sais pas si tu as lu ses romans, mais il faut les lire en anglais. C'est des histoires de mères et de femmes qui font des bals pour marier leurs filles. Donc, tu vois, des trucs qui, a priori, sont à 10 000 lieues de mes préoccupations. Mais c'est tellement bien écrit que c'est fascinant. Et je pense qu'elle n'a jamais été amoureuse. Et donc, si je pouvais, je lui demanderais de me raconter si elle a son plus bel amour. Voilà, c'est surréaliste que je pense à une question pareille. Parce que tout ce qui est romantique, tout ça, théoriquement, c'est trop loin de moi. Mais cette femme me fascine tellement par ses talents d'écrivain. On a l'impression que c'est gravé à la pointe sur de l'ivoire, tellement c'est bien écrit, que voici, ça m'a traversé l'esprit, cette question surréaliste-là. Je me demande encore pourquoi je l'ai posée. Trop bien, merci Gilles, en tout cas c'était vraiment top.